Bon, chers collègues, je propose que nous commencions les auditions de l'après-midi. C'est bien, on les enchaîne, c'est comme ça. On a à peine 3 semaines de travail avant que nous puissions débattre des amendements dans cette commission spéciale. Et nous commençons les auditions de cet après-midi avec Pierre-Franck Chevet, qui est le président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est quand même l'autorité de sûreté nucléaire, un modèle dans le monde, notamment en matière d'indépendance et d'exigence. Certains vous appellent toujours plus, mais après tout, c'est mérité, parce que finalement, c'est bien la mission qui est la vôtre. Et puis, Jacques Repussard, qui est président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui s'occupe d'ailleurs, comme d'autres, pas seulement des centrales nucléaires, mais partout où il y a de l'irradiation potentielle. Il faut rappeler ça, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu marginal, mais quand on va chez le dentiste, quand on va se faire radiographier, etc., on a aussi là, il y a eu malheureusement, dans un passé récent, des événements qui montrent bien que parfois le contrôle doit être accentué. Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on procède. Peut-être qu'on pourrait commencer par l'IRSN. Ah, vous avez prévu l'inverse. Pas de souci. Moi, si vous aviez prévu l'inverse, faisons l'inverse. Alors, je vous en prie. Allez-y, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, quelques mots sur le contexte de la sûreté et de la radioprotection, notamment en France, et puis ensuite j'enchaînerai sur un certain nombre des dispositions législatives qui pourraient utilement voir le jour, vu de chez nous. Et après, je passerai la parole à Jacques Repussard pour tout ce qui touche au fonctionnement de notre système de contrôle, autorité de sûreté nucléaire et expert technique, l'IRSN. Mon premier mot serait de dire qu'en matière de sûreté et de radioprotection, nous sommes confrontés aujourd'hui, et sans doute pour les 5 à 10 ans à venir, à des enjeux sans précédent. Je vais en citer quelques-uns. La prolongation ou non de la durée de vie des centrales nucléaires, la mise en service de l'EPR à Flamanville, et puis bien entendu les suites de l'accident de Fukushima. Les actions ont été engagées immédiatement, mais c'est des actions, nous le savons, nous l'avons toujours dit, qui s'étaleront sur les 10 ans à venir. Et sur tous ces 3 domaines principaux, je vous en épargne d'autres, notamment tout ce qui concerne la réévaluation de sûreté des autres installations que les réacteurs nucléaires, les installations du cycle, les installations du CEA. Il y a aussi un énorme travail à faire dans les toutes prochaines années qui vient charger l'ensemble du dispositif. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, on a par ailleurs à gérer, ensemble avec l'IRSN, des enjeux de radioprotection, notamment dans le domaine médical, pour ce qui touche à la radiothérapie, pour tout ce qui touche aux examens diagnostiques beaucoup plus classiques, sur lesquels les enjeux de dosimétrie sont extrêmement importants et sur lesquels on ne saurait relâcher la garde. Tous ces enjeux, à part Fukushima, étaient à la fois anticipables et ont été globalement anticipés. Pour une raison simple, c'est qu'en gros, le parc nucléaire arrive à une étape clé. Il arrive vers ses 40 ans. Les centrales nucléaires ont été dimensionnées à l'origine pour une durée forfaitaire de fonctionnement d'environ 40 ans. Et puis il y a un deuxième aspect qui est directement lié à ce premier aspect, c'est que pour accompagner le déploiement du parc nucléaire français, il y a 30-40 ans, il y a une génération de personnes qui se sont mis au travail et qui, au terme d'une vie professionnelle, elles aussi atteignent leurs 40 ans de vie professionnelle. Et donc simultanément, il y a à la fois un problème d'ordre matériel, la question de la sûreté, de l'obsolescence ou non des centrales nucléaires, et puis il y a une question de renouvellement des compétences. C'est vrai pour le parc nucléaire, je précise que c'est également, de production d'électricité nucléaire, c'est également vrai pour les autres installations, notamment toutes les installations de recherche qui ont servi, alors qui ont un peu précédé le parc nucléaire, qui ont été mises en service justement pour préparer la montée en puissance du parc nucléaire, mais aussi pour toutes les installations du cycle. Donc ces questions-là, là on est dans le cadre de la transition énergétique, et notamment pour parler du parc nucléaire, mais ces questions-là, ces mêmes questions se posent à peu près dans les mêmes termes au plan technique en termes de sûreté sur l'ensemble de la chaîne industrielle nucléaire, et c'est des enjeux particulièrement lourds. Pour arriver à gérer dans les prochaines années, et je reviens à mes 5-10 ans que j'évoquais, correctement ces enjeux de sûreté, il y a 2 conditions. Première condition, avoir un exploitant EDF en état de marche. Ça renvoie à plein de choses. Je parlais du renouvellement des compétences. Ça renvoie aussi des capacités financières pour investir dans des moyens de production, quels qu'ils soient d'ailleurs,
mais si c'est dans le nucléaire et en matière de sûreté, c'est aussi une autorité de contrôle, et j'y inclus notre expert technique, l'IRSN, en état de marche. Pour nous, la loi, cette loi, peut-être d'autres, hein, ce n'est pas à nous d'en décider. En tout cas, il y a une opportunité, voire une nécessité sans doute de passer une étape supérieure en matière de sûreté et radioprotection maintenant, alors même que nous avons à faire face à des enjeux sans précédent. Premier point, concerne sans doute peut-être pas principalement la loi de transition énergétique, c'est sur les moyens du contrôle. Nous avons été amenés à nous exprimer conjointement avec l'IRSN sur nos besoins dans les prochaines années. Si je résume, nous sommes actuellement 1000 à exercer le contrôle de la sûreté et de la radioprotection en France, et nous avons estimé, nous l'avons fait savoir publiquement comme il se doit, que dans les prochaines années, je ne suis pas plus précis, il faudrait passer à plus de 100. Dans le cas des arbitrages budgétaires qui ont été rendus cette année pour le prochain triennal, nous nous en sortons, je pense, au mieux. C'est-à-dire que l'autorité de sûreté nucléaire a obtenu, à ce stade de la discussion, plus 30 postes. L'IRSN a conforté, préservé, en tout cas, ses moyens sur la sûreté et la radioprotection. Et nous estimons que c'est le meilleur des résultats possibles dans la mécanique de financement qui est celle à l'œuvre actuellement, c'est-à-dire avant tout un financement sur budget de l'État. Et compte tenu des contraintes du budget, c'est sans doute le meilleur résultat possible. Simplement, on est assez loin du chiffrage que j'indiquais tout à l'heure. Et nous avons toujours dit qu'il nous semblait nécessaire, et je pense même que c'est maintenant urgent, de réfléchir à une réforme du financement. Pour l'instant, nous sommes assis directement sur le budget de l'État avec ses contraintes, et nous pensons qu'il faut réfléchir notamment à un autre système s'appuyant sur des taxes directement payées par les gros exploitants nucléaires, j'insiste sur les gros exploitants nucléaires, qui seraient affectés de fait au contrôle de la sûreté nucléaire, évidemment sous le contrôle du Parlement. C'est un système qui est à l'œuvre aux États-Unis et qui permet notamment d'avoir une modulation du contrôle à peu près directement proportionnelle, donc ajustable, aux besoins du contrôle. Alors, il faut sans doute aller plus loin dans la réflexion, mais c'est une réforme que nous appelons de nos voeux, encore une fois, en remerciant le gouvernement quand même, en tout cas des propositions qu'il a faites en matière budgétaire nous concernant, mais ça illustre aussi les limites du système actuel de financement du contrôle. Sur les dispositions législatives, et ce point-là, ce n'est pas nécessairement la loi de transition énergétique qui a vocation à l'évoquer, ça pourrait être la loi de finances, évidemment, mais nous pensons que c'est un des éléments législatifs d'amélioration du système qui serait important de pouvoir faire avancer. Sur la loi de transition énergétique, on a été amené et on a préparé un certain nombre de dispositions qui nous paraîtraient utiles, souhaitables, pour améliorer les choses. Mieux informer sur le thème, mieux informer le public d'abord. Il y a un certain nombre de dispositions dans la loi que vous connaissez, je ne vais pas les reprendre, mais notamment, j'en signale une, ouvrir aux membres étrangers, pour les clics transfrontalières, proches des frontières en tout cas, ouvrir aux étrangers la capacité de participer aux commissions locales d'information nous paraîtrait une très bonne chose. Dans beaucoup de cas, ils sont invités, mais simplement invités. Je pense qu'ils ont de droit la capacité, le devoir de s'exprimer dans ces commissions locales, qui sont plutôt reconnues d'ailleurs au plan européen comme un très bon outil de concertation avec le public. Toujours améliorable, mais je pense que c'est une disposition qui est une très bonne disposition. Il y a d'autres choses qui nous paraîtraient importantes d'améliorer dans ce domaine de l'information du public. J'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement. On a un certain nombre de décisions du ressort de l'autorité de sûreté nucléaire, typiquement les réévaluations de sûreté tous les 10 ans des réacteurs. Parmi elles, la réévaluation de sûreté des 40 ans, qui sont des rendez-vous importants du ressort de l'autorité de sûreté nucléaire, mais qui sont des rendez-vous hors normes par rapport à l'ensemble des décisions que nous prenons. Et actuellement, de par la loi, nous mettons en œuvre le dispositif prévu par la loi, qui est une consultation par Internet qui doit durer de fait 3 semaines. Je pense qu'il y a peut-être un renforcement des dispositions de concertation autour d'événements importants tels que la révélation de sûreté, tout particulièrement celle des 40 ans, qui pourrait être probablement étudiée ou proposée dans le cadre de la loi. Enfin, dernier point que je signalerai, il y en a d'autres sur le sujet, l'idée de dire la transparence est affichée évidemment comme une obligation dans la loi. La question, c'est de savoir comment on organise le contrôle. Qui contrôle la transparence? Il nous semble qu'on pourrait plus explicitement confier au comité à la transparence, à l'information et à la sûreté nucléaire le soin de veiller à la transparence et de faire rapport public
sur ce qu'il estime être la qualité de la transparence en France sur les sujets sûreté et radioprotection, et que l'autorité de sûreté nucléaire pourrait, pour ce faire, pour qu'elle puisse émettre un rapport, lui faire elle-même un rapport sur ce qu'elle constate comme étant bien ou comme étant moins bien ou à parfaire, tous les ans, par exemple. Et ça me paraîtrait permettre d'avancer, et avec un dispositif de regard annuel explicite sur les conditions de transparence en France. Autre thème très important, mieux encadrer le démantèlement. C'est actuellement prévu dans le projet de loi qui a essayé de traduire l'idée, qui est une idée internationale, du démantèlement immédiat. Alors je précise, c'est un très mauvais mot, démantèlement immédiat. Un démantèlement, ça prend du temps, et quoi qu'on fasse, ça prendra du temps. L'idée principale est de dire que ce qui est important dans un démantèlement, c'est que le plan de démantèlement soit préparé très vite, tant que les gens compétents sont encore là. Si vous attendez 10 ans entre le moment où vous arrêtez une installation et le moment où enfin vous avez préparé votre plan de démantèlement, il est fort probable que tous les gens compétents, ceux qui ont connu l'exploitation, voire qui l'ont construite, ne seront plus là. Vous ne serez pas capable de les retenir. Et donc la loi a introduit notamment une disposition pour limiter le temps entre l'arrêt d'une installation et le moment où les exploitants déposent le dossier de démantèlement. Ensuite, derrière, il faut l'analyser avec toutes les formes qui vont bien, mais cette idée centrale est dans la loi, et c'est une idée extrêmement importante qui est par ailleurs cohérente avec les orientations internationales. Autre thème, alors qui est dans la loi mais via l'ordonnance, sur lequel il nous paraît important d'aller de l'avant, c'est sur nos capacités de sanction, celle de l'autorité de sûreté nucléaire. Je l'ai déjà dit, je le redis, on a des armes très fortes, notre capacité en propre, sans demander l'avis à personne, d'arrêter une installation si la sûreté est clairement en danger. On a des armes quotidiennes, dresser des procès-verbaux, faire des mises en demeure, mais c'est quotidien, et entre les deux, on n'a pas grand-chose. Et notamment, on n'a pas grand-chose pour soigner des écarts qui sont mineurs, mais qui durent 1 an, 2 ans. On a même des situations d'écart manifestes qui peuvent durer presque une vingtaine d'années. Et là-dessus, on n'a pas grand-chose pour se battre. Et nous avons proposé, c'est dans l'ordonnance, c'est pas dans la loi elle-même, mais c'est dans l'ordonnance, on a proposé d'avoir notamment, de mettre en place un système d'amende journalière. Tant que la situation n'est pas remise au carré, il y a une amende journalière de verser par l'exploitant concerné. Il y a un point qui est peut-être peu connu, mais qui nous paraît absolument devoir être traité, c'est la protection des sources radioactives contre les actes de malveillance. Alors des sources radioactives, il y en a en beaucoup d'endroits. Il y en a évidemment utilisées dans les installations nucléaires de base, mais il y en a aussi dans des chantiers beaucoup plus quotidiens. Il faut savoir que les sources radioactives permettent notamment de faire des clichés, des tuyauteries pour vérifier une soudure, etc. Donc dans tout un tas de chantiers, il y a des sources radioactives qui sont utilisées dans des conditions relativement classiques. Et si ces sources radioactives sont détournées à des fins malveillantes, elles peuvent avoir des effets graves pour les personnes. Et actuellement, c'est un sujet qui est globalement orphelin en termes d'encadrement. Donc, encore une fois, il s'agit de sécurité, qui est globalement non traité, à la fois en termes de capacité à demander aux exploitants concernés à faire des choses, et aussi en termes de contrôle du fait qu'ils les font bien. Donc, sujet majeur, mais sujet orphelin. Et ce qu'il conviendrait, à notre sens, c'est de par cette loi ou de par une autre loi, ça c'est pas notre sujet, de donner un support pour qu'enfin ce contrôle puisse se mettre en place. Il est prévu qu'il soit confié à l'autorité de sûreté nucléaire. Nous avons depuis 2-3 ans maintenant, je parle sous contrôle de mes troupes, lancé tout un tas d'investigations pour voir, sans avoir de mandat du coup, pour aller voir déjà comment ça se passait et ce qui manquait. Très clairement, le fait qu'on ait un cadre, pouvoir intervenir formellement, pouvoir imposer des choses, nous paraît absolument nécessaire et rapidement, parce que c'est un sujet absolument important et d'ailleurs perçu comme important au niveau international. Et puis le dernier point sur lequel nous on pense qu'il y a des améliorations à faire, on a un système que nous représentons tous les deux, qui est pas unique mais particulier au niveau international, avec un expert technique et une autorité administrative indépendante qui prend les décisions. L'expert expertise, je prends les décisions. C'est un système, certes particulier, mais qui nous semble bien marcher. Et pourquoi je dis ça? L'expert, quand il rend son avis, est libre du poids de la décision. Il n'a pas à tenir compte des implications de sa possible décision pour rédiger son avis. Il faut qu'il nous donne un bon avis avec toutes les incertitudes, les implications qu'il voit lui, mais la décision est du ressort d'une autorité à part.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un plus pour la sûreté nucléaire et pour la transparence, sachant que par ailleurs, mon avis, ma décision est rendue publique, l'avis de l'IRSN est systématiquement rendu public, mais ce système dual de composantes est un vrai avantage pour la sûreté nucléaire. Et une fois dit cela, nous estimons qu'il faut en tirer toutes les conséquences, tu vas les détailler, Jacques, mais en poussant les avantages de ce système. Rendre plus transparent encore les avis, et plutôt aussi les avis de l'IRSN, pour qu'ils soient clairement sur la table, et en contrepartie, mais c'est une contrepartie, pas directement une contrepartie, qu'on ait un meilleur et plus clair pilotage stratégique de l'ASN, de l'ensemble de la chaîne de contrôle, donc y compris les travaux que mène l'IRSN. Je parle bien de pilotage stratégique et pas d'avis sur les avis de l'IRSN, c'est sa responsabilité, la mienne est de prendre des décisions. Il y a un certain nombre de dispositions qu'on pourrait utilement introduire dans la loi. Voilà, je m'arrête là. Merci. Vous avez souhaité cet endroit-là. Il y a une logique dans les deux cas d'ailleurs. Donc c'est bien que vous ayez fait le chapeau, y compris sur les missions que sont celles de l'IRSN, qui va nous dire d'ailleurs s'il fait un rapport que vous considérez comme mal renseigné ou pas très bon, sur quelle contre-expertise vous vous rangez. Ça n'arrive jamais. Monsieur le directeur. Mesdames et messieurs les députés, si, ça, justement, ce débat est légitime. La question, alors je prends au vol votre question. C'est pas de la perfidie, vous avez compris. Mais en fait, il y a auprès de l'autorité sûreté nucléaire ce qu'on appelle des groupes permanents d'experts, qui sont des experts individuels, chenus, et pour la plupart d'entre eux, avec une longue expérience, et qui regardent notre rapport, des propositions que nous faisons sur les sujets majeurs, pas sur les avis, disons, au quotidien, mais sur les sujets majeurs. Ils nous entendent, ils entendent aussi les observations de l'exploitant. L'autorité observe ce qui se passe et souvent il y a consensus, y compris avec des experts de l'exploitant, sur ce qu'il faudrait faire. Après, il y a des problèmes de délai, de financement, etc., qui sont en dehors de notre champ, comme le rappelait Pierre-Franck Chevet. Et je pense que c'est un système extrêmement solide parce qu'il prévoit aussi l'analyse critique de ce que fait l'expert institutionnel. Et ça, c'est nécessaire, y compris pour nos propres experts. Ils savent qu'ils auront aussi à rendre compte sur le fond de leur travail. Alors, dans mon propos d'introduction, je voulais faire quelques commentaires sur ce que l'on voit au titre de la sûreté nucléaire, de ce qui peut faire avancer la sûreté nucléaire dans le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, et ce qui pourrait être encore amélioré à travers le débat avec le gouvernement et le Parlement au cours des semaines qui vont venir. Alors en fait, il y a deux domaines. La loi porte sur un tas de sujets sur l'énergie sur lesquels il n'y a pas d'interférence avec le nucléaire et donc la sûreté nucléaire. Mais il y a deux domaines qui sont utiles et qui sont, de mon point de vue, bienvenus comme innovation législative permettant de contribuer à faire avancer la sûreté nucléaire, ce qui est une préoccupation que nous avons en tant qu'institution, mais qui, je pense, est aussi partagée par tous nos concitoyens et donc peut faire, j'espère, l'objet d'un consensus politique dans notre pays, comme c'était le cas en 2006 d'ailleurs lors du vote de la loi sur la sûreté nucléaire. Alors le premier domaine, c'est celui qui concerne le pilotage de l'énergie. Et ça, c'est-à-dire qu'il redonne à l'État, mais au-delà à la nation, une mission claire avec des règles sur le pilotage de la ressource énergétique en général et donc de la ressource nucléaire en particulier. Et ça, je dis que c'est bienvenu de ma fenêtre sûreté nucléaire parce que les choix nucléaires, ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'être planifiés, de faire l'objet de discussions. Et je pense que tout ce qui peut dans la loi encadrer, prévoir un débat sur les besoins énergétiques du pays à long terme, puisque dans le domaine du nucléaire, les décisions, c'est la décennie de l'ordre de mesure, des choix d'investissement, des choix de changement de mode de production. C'est à minimum la décennie. Et on a observé dans les années récentes que finalement l'absence de planification, de mécanismes surveillés par le Parlement sur ces sujets-là entraînait des absences de décision ou bien alors des choix industriels contestés. Et ça n'est pas favorable à la sûreté nucléaire par principe. Le deuxième élément, c'est que la loi utilise des mots forts qui, en fait, font aussi appel à la notion de vigilance de la nation.
Et la sûreté nucléaire, c'est aussi la nation en elle-même qui en est comptable. C'est-à-dire que quand on regarde la catastrophe de Tchernobyl, elle était écrite. La déliquescence de l'Union soviétique, la séparation complète du système du plan de production, la manière dont les équipes étaient gérées dans les centrales, tout contribuait à ce qu'un jour, fortuitement, quelque chose se passerait. Et donc, le fait que la nation, à travers des mécanismes qui sont prévus dans les lois, soit associée à travers la démocratie locale ou régionale, à travers les CLI, que ces sujets-là, au-delà, je dirais même du mécanisme lui-même de la sûreté nucléaire, que les citoyens, leurs élus se préoccupent de ces sujets énergétiques, est en soi un élément qui conduit tout naturellement à se poser la question de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas de la sûreté nucléaire. Et ça, c'est donc favorable pour nos métiers à nous. Alors la sûreté nucléaire, évidemment, on a un pari en cours et qui se poursuit, qui a longtemps été occulté au niveau politique. Le pari du bénéfice de l'énergie nucléaire, c'est l'absence d'accident. Évidemment, comme le risque zéro n'existe pas, c'est pour ça que j'utilise ce mot de pari, et nous devons, en tant que nation, gagner ce pari, c'est-à-dire que tant que nous aurons des installations nucléaires, en tout cas avec les technologies que nous connaissons aujourd'hui, l'enjeu pour les exploitants, et pour nous, les contrôleurs, la SN et nous-mêmes, c'est de faire en sorte, tous ensemble, qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire, parce qu'un accident nucléaire oblitérerait complètement tous les gains économiques qui ont été procurés par le recours à l'énergie nucléaire. Donc ça, c'est un enjeu absolument majeur. Et du coup, à ce moment-là, on rentre dans un autre volet qui est couvert, j'en suis très heureux, dans le projet de loi, qui est d'améliorer encore le filet que constitue le système de sûreté nucléaire dans notre pays. Alors ce filet de protection, il a été déjà bien élaboré au moment de 2006, la loi de transparence et sûreté nucléaire, sécurité nucléaire de 2006, et cette loi, elle a fait explicitement porter la sûreté nucléaire sur 3 piliers. L'exploitant, parce qu'on n'en parle pas ici, mais l'exploitant, en 2006, heureusement, la loi l'a fermement désigné comme le responsable pénal de la sûreté nucléaire des installations qui sont les siennes. Donc il doit exercer cette responsabilité, et les plus qu'apporte le projet, moi je voudrais les souligner également, parce que c'est extrêmement important, sans revenir, puisque Pierre-Franck l'a évoqué, c'est de mieux codifier la phase démantèlement, qui précédemment était dans l'avenir. Là, elle arrive demain pour une part des installations, et donc il est important que ça soit bien codifié. Alors c'est peut-être améliorable, mais le projet me paraît déjà bien consistant. Le deuxième pilier, c'est celui de la police administrative. Donc des améliorations sont là aussi proposées, elles sont, je trouve, bienvenues, parce que tout ce qui peut concourir, évidemment, nous ne sommes que l'expert, mais finalement nous avons le souci que nos expertises servent à quelque chose d'utile, et donc tout ce qui améliore la police administrative, indirectement, rend notre travail en amont plus utile. Donc là aussi, Pierre-Franck a expliqué les principales mesures qui étaient proposées pour renforcer donc l'efficience de la police administrative. Il y a par ailleurs les moyens, donc évidemment, c'est un sujet extrêmement sensible, donc je rejoins là aussi le président de l'ASN pour exprimer ma reconnaissance au gouvernement pour des arbitrages favorables dans le contexte actuel et avec les mécanismes de financement actuels. Donc nous allons bénéficier d'une compensation, d'une baisse planifiée de la subvention versée à l'IRSN par une augmentation de montant quasiment égal de la contribution qui est déjà payée par les exploitants. Donc il y a un bout de ce dispositif qu'appelle Pierre-Franck Gaucher, qui existe déjà, que le gouvernement souhaite mobiliser encore davantage. Et là, nous allons atteindre, je vous le signale, le plafond de ce qu'autorise la loi de finances qui avait créé ce dispositif il y a quelques années. Donc nous allons être au taquet. Donc ça invite aussi à revenir sur la réflexion sur l'avenir de ces modes de financement. Donc évidemment, nous avons donc un maintien de nos moyens, ce qui est mieux que ce qui était prévu initialement par le ministère des Finances, souhaité par le ministère des Finances, mais ça ne suffit pas à nous apporter tous les moyens dont nous aurions idéalement besoin, donc ça forcera à faire des choix aussi, peut-être de cadencement de certains sujets. Nous ferons avec ce que nous aurons, mais l'essentiel est préservé. Et c'est surtout sur quoi je voudrais m'exprimer à cet égard, c'est que
c'est que pour la première fois, il a été considéré dans les cabinets ministériels, dans les discussions d'arbitrage, que c'était le budget de l'IRSN qui était en cause en termes de sûreté nucléaire et pas juste la part d'appui à l'ASN. Parce qu'en 2013, nous avons eu un peu une catastrophe budgétaire, toute proportion gardée, puisque ce qui a été présenté par les ministres comme devant être absolument sauvegardé, c'était l'appui à l'ASN. Mais en fait, la recherche de l'IRSN, c'est l'expertise de demain. Et ça a été oublié. Et nous avons œuvré ensemble, et je crois que nous avons été entendus par les ministres et les cabinets sur le fait que le budget de la sûreté nucléaire, c'est celui de l'ASN et celui de l'IRSN globalement. Alors il y a aussi quelques moyens qui concernent la défense, mais globalement, c'est l'ensemble des deux budgets qu'il faut sauvegarder. Et je pense que c'est ce qui a été le cas, en tout cas le sens des décisions politiques prises par le gouvernement, et donc nous ne pouvons que nous en féliciter. Alors le troisième pilier, c'est celui de la vigilance de la société, là, qui est abordé explicitement, notamment à travers les CLI, donc là aussi des progrès, et ça s'arrête là. Et alors c'est là que je pense qu'il faut que j'évoque un quatrième pilier qui est en fait implicite, c'est celui de la science, c'est-à-dire qu'on dit partout dans les documents internationaux, la directive européenne sur la sûreté nucléaire le mentionne explicitement, la nouvelle directive là qu'il faudra transposer d'ailleurs, eh bien c'est que la sûreté nucléaire est basée sur la science et qu'il n'y a pas de sûreté nucléaire dans l'absolu, il faut faire progresser l'état de l'art. Il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de sûreté absolue, mais il faut faire progresser l'état de l'art, et c'est par référence à l'état de l'art que la police administrative se prononce, et c'est pour ça qu'elle a besoin d'expertise. Sinon, elle pourrait regarder si c'est conforme ou pas conforme. En fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça de manière optimale. Et donc, ce quatrième pilier, il est malheureusement, quand on regarde le corps législatif, il est implicite. C'est-à-dire qu'en 2006, on a juste écrit que, ah oui, il faudrait peut-être consulter l'ASN sur la part du budget que l'IRSN consacre à l'appui technique. C'était le petit bout de la lorgnette, c'est mieux que rien, mais c'est tout à fait insuffisant pour que nous ayons une assise juridique entre nous, parce qu'il y a des différences de statut, une autorité administrative indépendante, un établissement public de l'État, il y a des règles générales qui s'appliquent et qui viennent entraver un dialogue qui, au plan technique, fonctionne bien dans le quotidien, mais quand on regarde au niveau institutionnel, c'est plus compliqué. Par exemple, le président de l'ASN ne peut pas siéger officiellement au conseil d'administration de l'IRSN à cause de la séparation de l'organisation indépendante qu'est l'ASN et d'un établissement public de l'État. Donc il faut remédier à cela, mais ça, c'est du domaine de la loi. Donc nous avons un certain nombre de réglages à proposer et qui commencent, je trouve, par quelque chose qui aujourd'hui, de mon point de vue, manque dans le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, qui est d'indiquer dans cette loi, puisque c'est un véhicule qui paraît idéal pour cela, les missions de l'IRSN, qui aujourd'hui ne tiennent qu'à un fil. L'IRSN a été créé par une loi de 2001 qui a été abrogée. Donc en fait, la seule chose qui reste, c'est un cavalier qui dit qu'il est créé un institut qui s'appelle l'Institut de sûreté nucléaire et dans lequel on dit que les agents de cet institut doivent respecter le secret professionnel lorsqu'ils ont accès à des documents, à des informations confidentielles. C'est tout ce qu'il y a. Alors c'est très paradoxal parce que ça c'est dans le code de l'environnement, alors que dans le code de la défense, dans le code du travail, dans le code de la santé, on trouve des choses sur l'IRSN au niveau législatif qui encadrent certaines missions particulières. Alors on peut parler de la sécurité nucléaire, de la comptabilité des matières nucléaires, et nous travaillons actuellement avec le cabinet de Madame Touraine, puisqu'il y a une loi de santé publique qui est aussi en préparation. Et vous devez savoir, par exemple, alors c'est marginal par rapport à la sûreté nucléaire, mais c'est néanmoins important. Monsieur le Président évoquait les problèmes de sécurité radiologique dans les hôpitaux. Eh bien, aujourd'hui, les experts de l'IRSN n'ont pas un accès garanti aux données des patients. Et nous avons eu un cas, je ne citerai pas le nom de l'hôpital, mais où on a eu des plus grandes difficultés avec le directeur de l'hôpital, qui en fait n'était pas très satisfait que le ministère de la Santé nous demande d'aller enquêter, et en fait a utilisé cet argument, mais vous n'avez pas le droit d'avoir accès aux données individuelles des patients, parce que vous n'avez pas d'habilitation. Donc c'est un travail que nous avons mis sur chantier dans le cadre d'évolution du Code de la santé qui va permettre cette nouvelle loi de santé publique. Donc voilà des exemples de choses où il y a des matières à approfondir. Donc nous avons pensé, ça c'est conjointement avec l'ASN, qu'il serait utile que les missions essentielles dans un petit article que la loi
le Code de l'environnement, donc dans sa partie législative future, rappelle qu'il y a un institut qui s'appelle l'IRSN, qui a un système dual de contrôle, hein, qu'a rappelé Pierre-Franck Chevet, que ça soit gravé dans le marbre pour que ça ne puisse pas évoluer aussi facilement au gré d'une évolution de décret. Et le fait d'avoir inscrit ces missions, à ce moment-là, permet dans un second temps de préciser ce qui est nécessaire de notre point de vue, c'est-à-dire les questions de transparence de l'IRSN, parce qu'aujourd'hui, c'est le bon vouloir du président de l'ASN qui fait que les avis de l'IRSN sont certains, je dirais une petite partie, sont rendus publics. La plupart ne le sont pas toujours, ou le sont de manière très retardée. Donc c'est des choses que nous pouvons discuter entre nous, mais franchement, je trouve que c'est pas optimal. Voilà. Donc imposer à l'IRSN dans la loi de dire prévoir que les avis de l'IRSN sont des documents publics auxquels les décisions de l'autorité administrative font référence. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous lisez une décision de l'ASN, en règle générale, elles ne font pas référence aux avis de l'IRSN qui pourtant sont un fondement important. Donc formellement, ça n'est pas fait parce qu'il n'y a pas matière réglementaire à le faire. Mais c'est vu du citoyen qui regarde le fondement d'une décision, il manque toute référence à l'avis de l'IRSN. Donc pour moi, c'est un déficit de transparence auquel on peut remédier. Il faut remédier par la loi. Et puis enfin, il y a ces questions d'interface. Alors ça, on est plus dans un domaine, disons, de bonne pratique d'administration, mais le président de l'ASN siège au conseil d'administration, mais avec seulement voix consultative. C'est pas très correct. On a évoqué la nécessité que l'ASN soit associée au pilotage stratégique de l'appui technique, au grand choix que l'IRSN fait devant son conseil d'administration, mais il n'y a pas de voix délibérative, donc c'est le même problème. Et enfin, en matière d'articulation des débats budgétaires, il est nécessaire aussi de bien forger cette continuité qu'il y a dans le fonctionnement budgétaire de nos deux institutions, parce que c'est de ce dont nous dépendons pour nos moyens. Donc nous avons ce projet. Alors ces dispositions, elles ont été préparées, mais malheureusement, elles n'ont pas été retenues par Madame Royal. Elles ont été préparées, il faut dire, plus tard que le reste. Et en fait, elles n'ont pas été retenues au motif, non pas qu'elles n'étaient pas pertinentes, mais parce qu'il ne fallait pas trop alourdir le volet nucléaire de la loi. Donc, comprenons ces arguments, mais il nous semble qu'il faudrait trouver le moyen, en accord avec le gouvernement et l'Assemblée nationale, sur la manière de réintroduire soit dans l'habilitation pour les ordonnances, c'est ça le plus léger, les quelques mots qui manquent, qui permettent de traiter ces questions-là, qui aujourd'hui ne sont pas dans le champ de ce que peut faire le gouvernement sur les ordonnances, ou bien de traiter ça directement dans le projet de loi. Nous ne sommes pas, évidemment, des spécialistes de ces sujets, ce n'est même pas notre mission. Voilà, donc nous avons ces propositions à faire qui ont été rédigées. Donc il y a des projets de textes qui ont été vus aussi avec l'administration du ministère, qui avaient été validés à un certain niveau, jusqu'au niveau des cabinets ministériels, et puis ensuite qui ont été laissés en chemin et sur lesquels je pense que nous attachons un certain prix à ce qu'elles soient reprises. Voilà, Monsieur le Président, les quelques propos préliminaires que je voulais... Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, nous allons passer à la deuxième phase. Je vais donner la parole à nos rapporteurs, en commençant peut-être par Philippe Plisson. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les présidents directeurs. D'abord, excusez mon retard parce qu'on a des auditions des rapporteurs en même temps que les auditions de la commission. C'est quand même assez folklorique. Il faut courir dans les couloirs. Bon, mais je tenais évidemment à participer à cette audition, compte tenu que j'ai en charge le titre 6, effectivement, qui est l'apanage de vos organismes. J'ai entendu un certain nombre de vos demandes, en particulier, par contre, là, celle qui consiste à définir dans la loi, par exemple, les missions de l'IRSN et de l'ASN. Moi, a priori, je suis d'accord, mais si vous me dites que ça a déjà été arbitré par le gouvernement pour que ça n'y soit pas, je ne sais pas si ça va être possible que je le remette. Mais enfin,
Écoutez, a priori, on peut en discuter. Je n'ai pas, moi, personnellement, et je ne pense pas qu'on en ait ici, d'a priori contre ces propositions qui me semblent finalement de bon sens. J'ai des questions alors qui vont effectivement être plus sur le texte, parce que j'ai rencontré tout à l'heure EDF, qui a des demandes d'amendement dont j'aimerais qu'elles vous soient soumises pour avoir votre avis. Je parle sous le contrôle de notre administrateur qui peut-être pourra rajouter un point de vue technique, si c'est autorisé, sur le fond des questions. Concernant l'article 31 et l'alinéa 9, en cas d'accident, l'exploitant organise la visite de l'installation. EDF souhaiterait que cette démarche soit plus encadrée dans le temps, de façon effectivement que cette possibilité prenne en compte la situation et que ce soit plus précisé en ce qui concerne le fait que, en particulier la CLIN, si elle doit venir sur le site, elle vienne à un moment précis et pendant une durée déterminée. Donc voilà. Ça n'est pas insurmontable, mais il y a une question aussi concernant l'article 32, l'alinéa 14. D'abord le 12. Le 12, la question, la phrase « l'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner l'installation » quand elle est arrêtée, EDF aurait souhaité que cette phrase soit supprimée, partant du principe que c'est de fait et qu'elle n'a pas besoin d'être précisée en ces termes. J'en ai discuté tout à l'heure avec le gouvernement, mais je crois que les choses ont été établies avec entre l'ASN, l'IRSN et le gouvernement. Donc, moi, j'aimerais avoir un avis de fond avant qu'on avance sur ces demandes, savoir si elles sont légitimes ou si nous ne devons pas en tenir compte. L'alinéa 14. L'exploitant adresse sans tarder au plus tard 2 ans après la déclaration mentionnée à l'article L593. Il considère que les 2 ans, c'est trop court. Il y a une étude d'impact, en particulier sur la flore et la faune, qui demande 4 ans d'études, disent-ils. Donc 2 ans pour la déclaration, c'est trop court. Article 32, alinéa 14. Article 33, alinéa 3. Les astreintes. Il est prévu des sanctions et donc des astreintes par rapport effectivement à l'ordonnance sur le contrôle de la sûreté. Ces astreintes, la EDF souhaiterait qu'elles soient identiques à celles de l'ICPE, de façon à ce qu'elles n'atteignent pas des niveaux financiers pharaoniques. C'est l'article 33, l'alinéa 3. Je vous le pose. Et enfin, l'article 34, alinéa 4, la requalification des matières en déchets radioactifs par l'autorité administrative. Cette requalification pose problème à EDF, en particulier à La Hague, où ils ont des déchets
dont ils espèrent qu'un jour ils pourront devenir des combustibles de 4e génération. Donc, si on les déclasse en déchets, on leur fait perdre cette possibilité. Donc, je vous le livre pour avis. Monsieur le rapporteur, c'était tout. C'était tout. Donc c'est très précis. C'est pour le moins qu'on puisse dire, nous sommes là dans une discussion ah ben oui, mais d'ordre chirurgical. Donc je vais laisser la parole. Nous sommes dans le domaine de l'efficacité. Compte tenu du temps qui est imparti. Monsieur le Président. Ouais. Alors, attendez. Non, moi je suis pas. Vous excuserez mon manque d'habitude à cette place. Donc je vais effectivement donner la parole à chacun des rapporteurs. Vous ferez une première série de réponses à l'ensemble des rapporteurs avant de donner la parole à l'ensemble des collègues qui le souhaitent. Monsieur Baupin. Merci, Monsieur le Président. Quelques questions aussi à poser à nos intervenants, y compris dans les suites évidemment de la commission d'enquête qui a eu lieu sur les coûts du nucléaire, qui avait pour but de préparer évidemment le débat sur la loi. Ma première question à Monsieur Chevet, parce que vous l'avez dit souvent lors du débat sur la transition énergétique, mais pas cet après-midi, sur comment dire, on va dire la monotechnologie dans laquelle se situe aujourd'hui la France en matière de production d'électricité, même si ça n'est que à 80%. Est-ce que vous diriez que la diversification de la production électrique en France contribue à l'amélioration de la sûreté, dans le fait que, en ayant une moindre dépendance, donc un moindre risque en ce qui concerne les incidents génériques, que vous avez souligné comme étant un risque important ou dans lequel on pourrait se retrouver en contradiction entre l'intérêt de la collectivité en matière de sûreté et celui en matière d'approvisionnement. Est-ce que une telle affirmation vous paraîtrait conforme? Deuxième question que je voulais vous poser, vous avez évoqué la question des 40 ans de durée de vie et donc le fait que vous pensez que la loi devrait prévoir des dispositifs de concertation renforcée, hein, si je reprends vos termes, d'ailleurs un terme qu'on avait repris aussi dans les conclusions de la commission d'enquête, à l'occasion de ces 40 ans. Est-ce que vous avez des idées supplémentaires sur le type de procédure? Est-ce que c'est enquête publique, débat public, comment ça pourrait s'orchestrer par rapport donc aux décisions qui interviendraient réacteur par réacteur, hein, je rappelle, sur la prolongation potentielle. Sur la question des sanctions et des compétences, on va dire, supplémentaires de l'ASN, qui est un point très important qu'on a évoqué à de nombreuses reprises, et peut-être en contradiction avec ce que notre collègue Plisson rapportait de l'avis d'EDF, j'ai cru comprendre dans certaines de vos interventions que vous disiez qu'il fallait que ce niveau de sanctions soit dissuasif pour que ça puisse avoir un rôle et que le coût d'une journée d'arrêt d'un réacteur nucléaire étant environ 1 million d'euros, si l'astreinte était, je ne sais pas moi, d'un rapport de 1% ou je ne sais quoi par rapport à ce coût, évidemment, elle serait peu dissuasive. Donc, est-ce que vous estimez que le texte tel qu'il est aujourd'hui est suffisamment clair ou il devrait être renforcé dans le sens de ce caractère dissuasif? En matière de transparence, la loi prévoit des choses en ce qui concerne les CLI, et c'est une bonne chose. Est-ce que ça ne vous paraîtrait pas normal qu'on renforce encore ce texte, notamment en faisant en sorte que les lettres de suite intervenant suite à un incident nucléaire, on va dire par exemple à partir de niveau 1, que ces lettres de suite soient communiquées aux membres des CLI, les échanges donc qu'il y a entre l'exploitant et l'ASN, pour qu'ils aient l'information sur la façon dont les problèmes ont été pris en compte et donc améliorer ainsi la transparence. Je voulais évoquer, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure sur le rapport annuel de l'ASN. C'est-à-dire que ce que prévoit la loi aujourd'hui, c'est que l'ASN rend compte devant l'Office parlementaire, devant l'OPESC. Son rapport annuel, est dans les travaux du Parlement, un parmi de très nombreux.
est-ce qu'il ne serait pas pertinent, alors c'est une question que je vous pose à vous, mais qu'il faut qu'on réfléchisse aussi avec les collègues de l'OPESC, mais il ne serait pas pertinent que régulièrement l'Office en tant que tel donne un avis quelque part sur à la fois le rapport de l'ASN, globalement ce que pourrait en dire un certain nombre d'interlocuteurs sur ce qu'est aujourd'hui le niveau de sûreté. Parce que quand vous nous dites en commission d'enquête que la note que vous avez attribuée, c'est à peu près 12-13 sur 20 par rapport à la sûreté nucléaire du pays, on peut se dire que ce n'est pas tellement rassurant. Et donc, le Parlement pourrait se saisir de la question pour voir quelles préconisations il pourrait porter pour vous aider à avoir une sûreté plus importante. Autre sujet, parce que c'était une question qui est revenue souvent aussi dans les discussions, c'est la question de la sécurité. Non pas la sûreté nucléaire, mais la sécurité des installations. Et le fait que vous avez souligné à de nombreuses reprises que l'ASN aujourd'hui n'a pas de compétences en matière de sécurité, à la différence d'autres collègues. Est-ce que ça vous paraîtrait pertinent que la loi prévoit que dans les référentiels de sûreté de l'ASN, les questions de sécurité doivent être prises en compte? Est-ce que cette façon de faire entrer le sujet pour que les préconisations que vous portez prennent en compte ces deux aspects soit aujourd'hui bien plus cohérente? J'ai encore deux autres sujets. La question des sous-traitants, sur lequel l'ASN a dit à de nombreuses reprises que le niveau de sous-traitants aujourd'hui dans les installations nucléaires pose problème en matière de sûreté, et on se rend bien compte pourquoi, hein, parce que plus vous avez une escalade de sous-traitants, moins les gens, enfin plus il y a un risque en tout cas que les gens soient insuffisamment formés, et donc que ça entraîne des incidents dans les installations. Est-ce qu'il vous paraîtrait normal que, à l'occasion de ce texte, on encadre plus la pratique de la sous-traitance? Avant-dernière question, la question de CIGEO, parce que le sujet peut être revenir dans le débat parlementaire, et il y avait un article prévu initialement dans le texte qui n'y est plus. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, CIGEO, le projet CIGEO est mûr pour une décision? Et puis, dernier élément, c'est, puisque vous nous avez indiqué que vous aviez fait des bouts de texte qui pouvaient être utiles pour la loi, est-ce qu'on peut y avoir accès? Parce que de fait, certes, notre président nous a dit ce matin qu'il n'apprécie pas toujours qu'on ait des amendements pré-rédigés qui nous soient proposés, mais en même temps, bon, ça aide, parce que là, on est sur des sujets super techniques et très en matière juridique, quand même, sur les compétences de l'IRSN, etc. Donc, si on peut avoir communication de ces documents, évidemment, pour notre travail, cela peut nous aider. Merci. Merci. Non, alors pour ne pas me faire parler complètement, ce que je dis, c'est que c'est aux parlementaires de faire les amendements et pas à ceux qui nous font des propositions. Je parle de la rédaction de l'amendement. Voilà. Après, que les propositions soient les plus fines possibles, c'est logique, mais faisons très attention, parce que entre l'article 40, pour redire la constitutionnalité, la question réglementaire ou législative, et après ça crée parfois des malentendus avec ceux qui sont force de proposition, en disant mais comment on n'est pas écouté par les élus, quoi, parce que ils n'ont pas pris nos trucs. Voilà, je dis juste ça. Je dis ça depuis 20 ans ou presque, donc oui. Je ne sais pas si, monsieur le rapporteur Bopin, vous avez évoqué la médecine du travail. Non, parce que dans les propositions communes que nous avions fait dans le rapport sur commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, et je voulais votre avis là-dessus, on avait indiqué qu'il serait bon que les sous-traitants, notamment les salariés sous-traitants, et pourquoi pas les autres, soient suivis toujours par le même médecin du travail. Parce qu'il y a bien un suivi, mais le fait qu'ils soient un peu nomades ne donnait pas à celui qui suit la capacité de se rendre compte d'évolution éventuelle de leur situation sanitaire. Enfin, voilà, c'est un petit point sur lequel je souhaitais aussi vous interroger. Madame la rapporteure Battistel. Oui, Monsieur le Président, mes collègues rapporteurs ayant déjà évoqué de nombreux sujets, notamment Philippe Plisson qui est en charge de ce volet, moi j'en dirai pas plus. Simplement, j'ai bien noté, Monsieur Chevet, que vous pensez qu'on ait atteint les limites actuelles en matière de contrôle, notamment financière, et que vous nous demandez de réfléchir sur un financement qui pourrait être porté par les gros exploitants. Monsieur Repussard, vous nous demandez également de voir s'il y avait possibilité de clarifier les relations entre l'ASN et l'IRSN. Je ne sais pas si on pourra tout évoquer dans ce texte-là, mais en tout cas, nous avons bien noté les problèmes que ça pouvait poser et nous essaierons d'y remédier. Merci.
Alors, je propose qu'on vous écoute dans les réponses aux questions des rapporteurs. Là, on est dans un univers extrêmement précis, extrêmement technique. Donc, je prendrai les autres questions après, si ça ne vous ennuie pas. Hein. Voilà. Monsieur le Président de la SN. Merci, Monsieur le Président. Merci de vos questions. Je vais essayer de les reprendre. J'en oublierai peut-être, je suis désolé. J'ai essayé de noter à la volée. Alors, petit en point de méthode, quand on a élaboré un certain nombre des propositions, alors qu'on a essayé de rédiger, je suis prêt à transmettre tout ce qu'on a rédigé, et une large partie a été d'ailleurs co-rédigée, y compris en liaison avec le ministère chargé de la sûreté nucléaire. On a consulté effectivement les exploitants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tenu compte de tout, mais une partie des questions que vous évoquez, on les avait déjà dans le viseur. Alors, sur le premier point, sur ENCAD, il y a une capacité qui est donnée ou une obligation qui est faite aux exploitants d'accueillir la commission locale pour une visite en cas d'accident. Je crois également dans un autre cas, si je me souviens bien du texte. Le fait que ça puisse être précisé et que ça intervienne à un moment donné de manière relativement aussi encadrée. Il ne faut pas non plus que ça soit trop loin de l'incident, parce qu'il faut quand même voir quelque chose. Il ne faut pas que ça soit trop à chaud si jamais il y avait des problèmes d'urgence à gérer. Moi, ça ne me pose pas de problème de principe. Bon, il ne faut pas que ça revienne de fait à interdire la visite par la CLI. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on peut entendre des choses sur ce sujet-là. Sur le 2 ans, en cas d'arrêt d'une installation qui s'arrête plus de 2 ans, l'idée de base, c'est qu'il faut donner corps à la stratégie du démantèlement immédiat, ce qui veut aussi dire que, quelque part, la stratégie de la mise sous cocon d'une installation. On arrête une installation, on ne bouge plus, enfin on fait les gestes minimaux en termes de sûreté, et puis ensuite on redémarre, quelle qu'en soit la raison, quelles que soient les circonstances, 3 ans, 4 ans après. C'est une situation qu'on cherche à éviter, notamment pour des raisons de sûreté, ne pas rester trop longtemps dans des états intermédiaires, pas si facile que ça à maîtriser. Alors, on peut discuter 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas le sujet, mais l'idée, c'est éviter la mise sous cocon durable. Et donc, il faut un terme, et qu'à un moment donné, des nouvelles décisions soient prises si on veut sortir de cet état-là. Donc, de toute manière, encore une fois, le 2 ans n'a aucune vertu magique, mais c'est quand même un ordre de grandeur qui est fixé et mis dans la loi. Par ailleurs, je rappelle que pour faire un dossier de démantèlement, c'est un constat que nous avons. Le démantèlement, c'est déjà en opération sur un certain nombre d'installations. Typiquement, c'est 2 ans pour faire un bon dossier de démantèlement avec un exploitant motivé. Je n'arrête pas phrase là. Sur les sanctions, pour partie la réponse a été donnée, mais les installations classées, j'ai plus les ordres de grandeur, quelques milliers d'euros. Voilà, 1500. Alors, je veux bien que DEF propose qu'on leur prend des astreintes journalières de 1500 euros, mais nous, chaque fois qu'on retarde un démarrage de tranche, EDF, et d'ailleurs qu'on entend pas râler à l'occasion, pourtant on empêche les redémarrages de tranche assez fréquemment et parfois très longuement, c'est 1 million d'euros. Alors moi, je veux bien qu'on ait un système de sanctions qui met 1500 euros par jour à EDF, mais je pense que ça va pas avoir une portée très grande. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller à des chiffres. Alors, c'est dans l'habilitation, si ma mémoire est bonne, dans l'ordonnance, pardon. Et donc, pour l'instant, c'est pas cadré. Je le reconnais. Et EDF a raison d'exprimer des craintes. Si on met 1 milliard d'euros par jour, là, ça va être trop. Donc, il faut évidemment doser et il faut que ça soit proportionné aussi à la fois aux enjeux de sûreté et aux capacités financières et aux enjeux économiques sous-jacents derrière ces situations. Sous-entendu, ça ne peut pas être sur une toute petite installation qui a un tout petit écart. Il ne faut pas qu'on rentre dans des procédures très chères qui tueraient l'installation et éventuellement poseraient des problèmes de sûreté. Et à l'inverse, pour un réacteur nucléaire, voilà, l'amende journalière, la perte journalière, c'est 1 million d'euros. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui soit quand même un peu commensurable. Je n'ai pas le chiffre en tête, hein, je vous le dis tout de suite. C'est plutôt, à mon avis, de matière à réglage dans des textes subséquents ou quitte à être encadré par la loi. J'entends ce qui est dit, mais il ne faut pas aller sur le régime ICE parce qu'il n'est pas adapté. Sur la question de la requalification des déchets, des matières en déchets, c'est à la limite, je pense que c'est une bonne chose que ça soit précisé. Objectivement, nous n'avons pas hésité déjà à le faire. Certaines matières pourraient être utilisées théoriquement. Alors, certaines matières radioactives pourraient être utilisées théoriquement. Et quand à un moment donné, on s'aperçoit que le théoriquement renvoie à des échéances de 50, 60,
avec beaucoup de recherche, et si la recherche marche, il y a un moment donné, il faut quand même dire, commencer à étudier leur gestion en termes de déchets, c'est-à-dire solution finale, et puis si en termes de recherche, un jour, vous trouvez une utilisation, on reverra. Mais il y a bien un moment où on ne peut pas laisser perdurer l'idée que tout ça, c'est de la matière réutilisable et qu'on peut finalement se passer d'un certain nombre d'obligations de sûreté, alors même qu'on n'en est pas sûr, tout simplement, et parfois pour des temps assez longs. Donc, on l'a déjà fait, on a déjà eu des débats sur ce sujet-là, sur un certain nombre de cas. Il faut qu'à un moment donné, mais ça peut être un système où les choses rentrent en déchets, et puis un jour, rentrent en matière si elles ont une utilisation. Ce n'est pas un système uniquement où on passe dans la version la plus dure du traitement, mais il faut quand même qu'on ait cette capacité. Donc, ça me paraît extrêmement utile qu'on ait ces dispositions. Sur la monotechnologie, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer pour répondre très clairement. Je pense que le fait que le parc français ait été standardisé est un avantage en termes de sûreté. Clairement, un avantage en termes de sûreté. Il y a un point de vigilance, c'est qu'effectivement, potentiellement, on a plus de risques d'avoir des incidents génériques, par définition, mais on a aussi beaucoup plus de chances, et à mon avis encore plus, de les traiter correctement, et plus efficacement qu'ailleurs. Je ne ferai pas de comparaison, en tout cas je nommerai pas d'autres pays, mais des pays qui ont fait des choses très disparates ont un vrai problème de gestion correcte des incidents, et je trouve que notre système, sous réserve qu'on soit extrêmement vigilant, et c'est ce qu'on fait. On a parfois des remarques des exploitants. Notre application de l'échelle de gravité des incidents est particulièrement rigoureuse. Comparer la situation, le nombre d'incidents par réacteur par pays, on en a un nombre qui est significativement supérieur aux autres. Une des raisons, c'est parce qu'on tient à la transparence. Une autre des raisons, c'est aussi une manière d'alimenter la mécanique technique de retour d'expérience de manière beaucoup plus forte. Et ça, c'est extrêmement important. Alors évidemment, il ne faut pas se tromper. Dans un certain nombre de cas, on est passé pas très loin d'une difficulté. Je pense encore une fois au couvercle de cuve il y a une vingtaine d'années. Mais je considère quand même que globalement, c'est un avantage. C'est un avantage. Alors, encore une fois, sous réserve d'une très stricte vigilance que l'exploitant opère. Il a, je pense, compris l'intérêt qu'il y avait, y compris industriel, hein, d'ailleurs, je le précise, que l'IRSN surveille également, que nous-mêmes surveillons également. C'est un point absolument essentiel pour la sûreté. Et c'est un avantage à la fin, encore une fois, moyennant cette vigilance renforcée. Sur les 40 ans et le fait que j'estime qu'il y a besoin probablement d'une concertation renforcée par rapport à ce que nous faisons, je n'ai pas d'idée particulière, mais sachez bien que la consultation que nous opérons actuellement, c'est actuellement sur le projet de décision de prescription. Après la visite décennale, on émet un projet de prescription, des contraintes additionnelles pour les 10 ans à venir, pour faire simple. C'est là-dessus que nous consultons. Mais c'est la phase très amont. Je pense que déjà, il y aura une consultation sur les propositions, le rapport d'examen, à la limite par Internet, sur le rapport lui-même, donc très en amont, déjà très en aval, pardon, dans la procédure, déjà on aurait quelque chose de mieux. Sur le choix du moyen, enquête publique, débat public, consultation renforcée, améliorée sur Internet, je ne suis pas le spécialiste de la chose, c'est le meilleur moyen que vous estimerez judicieux. Mais je pense qu'un des points importants, c'est qu'il y ait encore une fois une consultation amont, fondamentalement, améliorée sur le dossier proposé par, en l'occurrence EDF, si on pense réexamen de sûreté des 40 ans. Sur les sanctions, c'était plus une réponse à l'intervention précédente. Sur les lettres de suite à incident, j'avais le sentiment qu'elles étaient publiques. Si tel n'est pas le cas, mais là je parle sous contrôle, il n'y a aucun sujet. Enfin, les échanges et toutes nos lettres de suite, que ce soit sur inspection ou sur incident, je ne vois pas pourquoi on ne les rendrait pas publiques. Je vais vérifier, mais pour moi, elles avaient vocation à être publiques et du coup, évidemment, transmises à la CLI. Je vérifie. J'ai pas en tout cas, s'il y a une disposition de ce type-là, j'ai aucun problème. Sur le sort que l'on peut faire, la meilleure utilisation du rapport annuel que nous faisons, c'est une disposition de la loi de 2006, tous les ans devant le Parlement. On en discutait juste en amont de la réunion. L'idée non seulement de le soumettre à l'OPEX, parce que nous rapportons, enfin, de manière pratique essentiellement devant l'OPEX, c'est l'OPEX qui organise la séance, mais de faire que l'OPEX rende un avis me pose aucun problème. Simplement, je pense qu'il faut éviter qu'on puisse induire dans la durée une confusion entre le rôle d'une autorité qui prend un certain nombre de décisions et une sorte de super autorité qui en prendrait d'autres. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un décalage et une plus-value, du coup, apportée par l'avis de l'OPEX, qui porte à la fois
Alors, éventuellement, s'il y a eu des erreurs de fait, bon, il faut le dire, de toute façon, on est ouvert à la critique, ça, c'est pas le sujet, mais qui parle sur le fond, qui porte sur les priorités qu'on donne, parce que de fait, on fait des priorités dans notre action, on essaye de faire au mieux, mais si, non pas sur les décisions individuelles, mais sur les orientations, un point singulier, je sais pas, la sous-traitance, le facteur humain, enfin, si vous voyez, il vous semble que dans la manière dont nous exerçons nos contrôles et les efforts faits par les exploitants, il y a un sujet qui mériterait plus d'attention, ça c'est typiquement quelque chose qui serait très utile pour nous. Et puis je pense que du coup, il faudrait qu'à ce moment-là, l'audition par l'OPEX ne soit pas simplement notre rapport annuel, mais aussi contienne des apports des exploitants, éventuellement qui rendent des comptes, du haut comité de la transparence et l'information de sûreté nucléaire, et éventuellement d'autres, de manière à ce que ça soit l'occasion cette fois de faire un point sur le fonctionnement global du système, et pas que ça soit simplement une super autorité. Sinon, à ce moment-là, on commence à rentrer dans un système qui est plus... non, sachant qu'encore une fois, je le redis, je n'ai absolument aucun problème à recevoir des critiques. Il nous arrive assez fréquemment d'en recevoir, donc il n'y a pas de sujet. Sécurité, je n'ai pas une réponse complète à la question. Effectivement, on est dans une situation qui est là très particulière en France. Je pense que 95% de mes homologues ont également en charge les questions de sécurité, protection contre les actes de malveillance. Ce n'est pas le cas en France. Actuellement, l'orientation qu'on a prise, c'est de renforcer le lien avec les autorités de défense, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Donc on y travaille pour être vraiment en proximité, sachant qu'il y a des personnes au sein de cette institution qui sont des anciens par ailleurs de l'autorité de sûreté, donc ça facilite nettement le dialogue. Et 2, c'est ce que je citais, une manière de rentrer dans le sujet, c'est aussi la sécurité des sources. Et il nous paraîtrait vraiment, et notamment parce que le sujet est orphelin, si on veut commencer à ce que l'autorité de sûreté regarde des problèmes de sécurité, il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la sécurité des sources, où effectivement il y a des dispositions à prendre pour protéger ces sources d'actes de malveillance, sur lesquelles on pourrait avancer concrètement. Mais je ne sais pas si la solution que vous proposez peut facilement être mise en œuvre. En première réflexion, ça ne me paraît pas si évident, mais je vais y réfléchir. Sur la sous-traitance, on a prévu une disposition, je crois qu'elle est dans le cas de l'habilitation, alors peut-être un peu cachée du coup, qui prévoit que l'on puisse, parce qu'actuellement les pouvoirs de l'inspection se limitent aux installations nucléaires elles-mêmes. Et pour aller inspecter, par exemple, on est en difficulté pour inspecter les services centraux des grands exploitants, alors qu'ils jouent un rôle essentiel en matière de sécurité, ceux qui préparent un certain nombre des grands dossiers, etc. Aller chez eux, voir sur pièce le travail qui a été fait ou pas fait, paraît essentiel. Même chose pour les sous-traitants. Il y a une action de terrain qui s'opère sur les installations nucléaires. Certes, là, on peut le faire, mais même chose, toutes les conditions de sa préparation, de sa conception, ça se fait ailleurs. Et donc, on a prévu, mais c'est quelque part dans l'ordonnance, je suis désolé, je ne l'ai pas totalement... Oui, alors page 36, ça renvoie à une pagination qu'on n'a peut-être pas tous. Alors en article, ça se traduit par... Alors petit c de quoi? De l'article 33, petit 1, petit c. Et où on est étendant les dispositions mentionnées aux aux fournisseurs, prestataires, sous-traitants, y compris hors des INB. C'est en gros ça qui est prévu et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'inspection. Est-ce que ça permet de limiter le nombre de niveaux de sous-traitance comme vous le proposiez? Je rappelle que moi, je n'ai pas proposé la limitation du... Ça a été repris dans le rapport. De toute façon, le rapport a été sorti. Je ne propose pas la limitation. Moi non. Ce n'est pas l'objectif. Il y a eu un rapport de l'ASN, si je me souviens bien, qui préconisait qu'on n'ait pas plus de 3 niveaux de sous-traitance, non? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit livré... C'est peut-être mes prédécesseurs. Je vérifie. Vous avez fait ça? Donc, qui est un nombre maîtrisé. Alors, j'emploie des mots choisis. Qui est un nombre maîtrisé et adapté à la tâche effectuée. Oui, effectivement, il faut plutôt veiller à restreindre autant que possible et autant que nécessaire, y compris pour la qualité de l'intervention, le nombre. Vous dire que le chiffre 3 est le chiffre magique, je suis incapable de le dire, c'est ça. Alors, si un jour tout le monde tombe d'accord sur le fait que, quelles que soient les interventions, mais encore une fois, je pense que la sous-traitance mérite d'être maîtrisée, mais qu'inversement, la sous-traitance permet aussi d'accéder à des ressources techniquement rares et qui permettent de faire les choses en qualité, qui sont bonnes.
Donc c'est pour ça que sur ces sujets, on est extrêmement pas se priver de vigilant. savoir-faire s'il y a des savoir-faire Voilà, meilleurs à un endroit. Enfin, voilà. Alors, Non, mais. Mais voilà, c'est pour ça que l'idée d'un Il y a la chiffre. cascade et il y a le reste. C'est ça qui est. Voilà. C'est deux choses différentes. Donc, on vérifiera, mais je ne pense pas qu'on ait donné de chiffres. EDF s'est engagé, lui, à dire 3. Les exploitants l'avaient proposé dans je ne sais plus quel cadre. En tout cas, EDF, pardon, ça j'en suis sûr, l'avait proposé. Moi, je suis incapable de formuler quel est le bon équilibre. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'in fine, on ait accès à la ressource là où elle est, de qualité en qualité. Et dans certaines configurations, parfois, il faut descendre assez bas. Pardon, j'interromps, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on fige les choses à 3, typiquement. Si jamais un jour il y a quelqu'un, un sous-traitant, qui a une solution pour faire un truc que les autres ne savent pas faire, et qu'on serait empêché parce qu'on est limité à 3, c'est pas l'esprit de la remarque qui est faite par le rapporteur, mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce type d'extrémité. Donc, de la raison, oui, mais pas non plus un empêchement a priori, alors qu'une solution technique pourrait être plus performante que d'autres. Je pense. Les deux derniers points sur CIGEO. Est-il mûr pour une décision? Le Néo voulait poser la même question, il a dû s'absenter à un moment. Alors, nous, on insiste sur deux choses. Au plan technique, d'abord, sur l'inventaire. C'est une question qui est posée à tous les débats, mais qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on va y mettre? C'est une question du public, mais c'est une question extrêmement importante pour la sûreté, parce que selon ce qu'on y met, évidemment, la résistance, la capacité de résistance ou l'adéquation du stockage, ça varie. Donc c'est une vraie question technique. Et pourquoi je pose cette question de qu'est-ce qu'on va y mettre? Il faut, première chose, déjà que l'inventaire proposé par l'ANDRA, proposé au débat public qui s'est terminé, proposé dans le cadre de procédures ultérieures, soit suffisamment enveloppe compte tenu des politiques actuelles pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises plus tard. Alors ça, c'est le premier élément sur l'inventaire. Deuxième élément, c'est qu'on peut imaginer des changements de politique. S'il n'y a pas de retraitement, un jour, je ne sais pas qui décidera de ça, dans quelles conditions, mais il ne faut pas l'exclure. Si un jour on en arrive dans cette situation-là, c'est vraiment pas la même chose qui descendra en bas. Ça sera plus des verts, ça sera des combustibles usés, pas tout à fait en l'état, mais des combustibles usés, et ça change le dimensionnement du stockage. Et nous, on estime que ce point-là est aussi à prendre en compte, pas de la même façon, pas dans les procédures, mais de s'assurer à tout moment dans le développement d'un futur stockage qu'on est capable, si un jour on change d'option, de réutiliser en gros le même lieu pour faire autre chose, c'est-à-dire de ne pas avoir gâché l'espace au profit d'une solution et du coup de ne plus avoir de solution si jamais un jour une autre orientation politique est prise. C'est une sorte de réversibilité mais pas en termes carrément d'option générique. Donc ça, c'est le premier point, l'inventaire. L'autre point, je viens d'employer le même mot, mais c'est la réversibilité du stockage. La loi de 2006 sur les déchets, cette fois, avait insisté lourdement sur le fait que c'était un point, et ça sortait du débat public, et qu'il y avait un rendez-vous donné par le Parlement à lui-même pour une nouvelle loi sur la réversibilité. Je pense que cette question de la réversibilité mérite réellement un débat au Parlement. C'était ce qui était prévu, je dis rien d'original. C'est une question qui est tout sauf simple, la réversibilité. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Il y a la réversibilité au sens récupérabilité. Je peux récupérer des colis qui ont été enfouis à tout moment ou pendant une période. Et puis il y a l'autre réversibilité que j'évoquais, qui est le fait de s'adapter au changement de politique publique et du coup d'objets qu'on descend dans le stockage. Il y a beaucoup de clarifications. Monsieur le Président, dans la commission d'enquête sur le nucléaire, on a vu que chacun faisait sa musique en fonction de ce qui l'intéressait. Le mot méritera d'être précisé, je pense, à un moment ou à un autre, parce que l'acception du mot n'est pas la même du tout selon qui parle. Alors, même chose, on a évoqué, il est évoqué l'idée, ça sort du débat, l'idée d'une montée en puissance industrielle progressive ou de phase pilote, etc. Même chose, c'est des choses qui s'entendent. Elles peuvent s'entendre de multiples manières et il y aurait un cadre, une discussion, et sortant de là, un cadre pour préciser ces notions, pour pouvoir avancer. Je pense que ce serait très utile. L'étape suivante, alors sous réserve évidemment des décisions politiques, c'est normalement, à terme, une demande d'autorisation de création, au sens des textes de transparence et sûreté nucléaire, donc en termes de sûreté.
mais qui doit être précédé d'un minimum de cadrage sur les points que je viens d'évoquer, pour que la demande puisse être valablement et un contenu qui soit cohérent avec ce que le Parlement a souhaité en 2006. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Alors effectivement, pour l'instant, dans la loi, il n'y a pas d'éléments. On peut dire que c'est pas complètement mûr, quoi. Il n'y a pas d'éléments. Je peux pas le... Non, je dis simplement qu'il y a deux sujets sur lesquels le Parlement avait décidé en gros de travailler. L'inventaire, implicitement, je pense qu'il y a un sujet qui intéresse le Parlement, et deux, la réversibilité, en tout cas qui intéressait le Parlement en 2006. C'est tout ce que je peux dire. Alors, est-ce que c'est mûr de décider que ça n'est pas mûr? C'est encore une autre façon de voir. Alors ça, nous aurons le débat. alors, juste, on a retrouvé nos fermes engagements sur le nombre de niveaux de sous-traitance. Dans notre rapport sur les suites de Fukushima, on a mis par ailleurs la proposition d'EDF, d'Areva et du CEA de limiter à 3 les niveaux de sous-traitance est intéressante et mérite d'être étudiée. D'accord. Mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est eux qui l'ont proposé, mais en tout cas, je me sens pas compétent de là où je suis pour fixer le nombre. Si par contre il s'agit de l'acter parce que c'est un engagement, j'ai pas de problème, ça va pas dans le mauvais sens. Peut-être le dernier point, communication des propositions, c'est bien pour ça que j'ai pas remis un texte d'entrée. Évidemment, on y a travaillé, donc on a des rédactions qu'on peut transmettre à qui le souhaite. Elles sont sans doute imparfaites, hein, mais on a essayé de travailler à des rédactions à notre place. Sur la médecine du travail, j'avais entendu des débats sur l'inspection du travail, ce qui est autre chose. Sur la médecine du travail, j'ai pas d'avis particulier. Je comprends que vous souhaitez que ce soit par site, par lieu, que Non, pour personne. Bon, la proposition qu'on a faite, ceux qui se baladent tout le temps d'une centrale à l'autre, chaque fois qu'il y a un arrêt pour y faire de la sous-traitance, ils sont vus par les médecins du travail en fonction de là où ils se trouvent au moment où ils vont faire leur visite. D'accord, oui, il n'y a pas la vision d'ensemble. Et donc, ce qu'on disait, c'était que c'était mieux que ce soit le même médecin du travail qui voit le même salarié. Ah oui, d'accord. Okay. Pas tous sous-traitants. Ils ne sont pas tous sous-traitants uniquement que du nucléaire. Ils peuvent être sous-traitants à un moment du nucléaire, d'une industrie chimique, oui, etc. Que ça soit par entreprise et pas par lieu, d'accord. Par entreprise par personne. Donc que la personne puisse avoir le même référent, justement, quelles que soient ses expositions à différentes pollutions. C'est ça l'idée. À titre personnel, j'ai pas d'expertise sur le sujet là comme ça à apporter. Trois médecins, c'est ça. Pas plus de 3 médecins, non, c'est pas ça. Ça rejoint ce qui a été mis en place dans le cadre de la mise en place des passeports dosimétriques, justement pour arriver à intégrer et suivre, justement pour des populations qui bougent. Alors par contre, ça peut poser des problèmes que je connais pas en termes sur le droit de la médecine, etc., sur l'éventuel transfert d'informations, mais moi, ça me pose pas de problème, et plutôt, en tout cas, c'est cohérent avec d'autres dispositions. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais noté. Le directeur général. Juste deux ou trois compléments. Sur la diversification, il y a un autre apport de la diversification, c'est celle qui est associée à la réduction de la part du nucléaire dans notre pays. Et donc l'IRSN, dans l'avis qu'il avait élaboré à la suite des auditions qu'il avait eu à faire dans le cadre du débat sur la transition énergétique, avait écrit que la réduction de la part du nucléaire dans notre production énergétique était potentiellement bénéfique pour la sûreté nucléaire, à condition que l'on préserve des marges de production qui, justement, même avec un parc réduit, ne nous mettent pas dans une impasse. Donc c'est ce pilotage-là. Voilà, je rappelais ça. Donc c'est un document qui est disponible sur Internet, mais qu'on peut vous retransmettre. Sur la réutilisation des matières, moi j'abonde tout à fait dans le sens de Pierre-Franck Chevet. C'est très important qu'il s'agit de mettre en place une procédure. Il ne s'agit pas de décider ex ante de ce qu'on fera des matières. Il s'agit de disposer de mécanismes qui fonctionnent bien. Et si je dis ça, c'est que l'IRSN a rendu à l'ASN un avis sur les problèmes radiologiques que pourraient présenter certaines de ces matières, ce qui est aujourd'hui classé comme matière. Et en fait, notre avis était relativement négatif en disant, pour des raisons radiologiques dans les usines du futur, c'est-à-dire même si on invente une technologie, même si la recherche offre une solution de transmutation, les usines qu'il faudrait construire on poserait des problèmes radiologiques pour les travailleurs très considérables. Et donc on ne voit pas ça dans un avenir raisonnable. D'où le soutien de l'IRSN à ce qu'il y ait un mécanisme de qualification comme déchets de matières qui n'ont que très peu de vocation à redevenir exploitables.
Sur la sécurité, alors l'IRSN est l'appui technique des autorités de sécurité, aussi bien dans le domaine civil que de défense. Je voulais juste attirer votre attention sur la complexité. C'est le code de la défense. S'il y a des dispositions complexes, ça met en jeu d'autres services de l'État que le haut fonctionnaire. Hein, c'est un maquis réglementaire très complexe, et moi je veux juste attirer votre attention sur le fait que vouloir remettre ça en cause dans ce cadre de cette loi, alors que le gouvernement souhaite que ça aille relativement vite, me paraît une gageure. Mais c'est un avis de quelqu'un qui connaît un peu ces textes et qui c'est complètement un autre champ, disons, que celui de la sûreté nucléaire. En revanche, ce qui est déjà en marche, mais pour lequel il n'y a, à mon avis, pas besoin de modification législative, c'est que les aspects de sécurité qui conduisent à des déficits de sûreté, voilà, ça fonctionne de mieux en mieux grâce au dialogue trilatéral. Hein, donc ça va bien. Il n'y a pas vraiment besoin de dispositions. Mais tout le reste, il y a un enchaînement depuis la surveillance des matières, en termes de comptabilité, d'engagements internationaux de la France, de leur transport, de leur stockage, de la sécurité physique des installations. Et la sûreté n'est qu'un bout de ça, finalement. Et donc moi, voilà, c'est très compliqué. Enfin, sur CIGEO, alors en complément de ce qu'a dit Pierre-Franck Chevet, auquel je souscris, si l'ASN nous demandait un avis là, demain matin sur est-ce qu'on peut lancer une autorisation d'installation, l'avis de l'IRSN serait non pas négatif, mais de dire il nous manque des éléments. L'IRSN ne pourrait pas donner un avis disant on est d'accord sous réserve que nous aurions un problème majeur à donner un avis compétent. Et c'est pour ça que nous sommes techniquement favorables, au-delà des questions de dimensionnement qu'évoquait Pierre-Franck Chevet, à cette notion de phase intermédiaire. On peut la qualifier comme on veut après au plan réglementaire, mais c'est pour nous le seul moyen d'acquérir des certitudes qui nous permettraient d'avoir un avis sur le développement, disons, de la technologie pour y mettre l'inventaire qui aura été choisi. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Et ce qui a été fait dans l'installation expérimentale, dans le laboratoire de Bure, ce qui est fait par nos propres équipes de recherche, il y a des éléments, disons, de test en vraie grandeur par lesquels on doit passer avant de s'engager définitivement dans le stockage d'un inventaire, encore une fois, dont la définition est par ailleurs aujourd'hui encore un peu floue. Voilà, donc ça, c'est un élément technique complémentaire. Et puis, bon, évidemment, sur les projets de texte qu'on a rédigés ensemble, bien sûr, et on pourra vous les communiquer. Et ce que je disais sur le gouvernement et sur la volonté de la ministre de ne pas reprendre cela, bon, je pense qu'il faut poursuivre ce dialogue. Ça ne me paraît pas fermé. Disons que j'espère que on peut trouver, parce que ça serait réellement utile techniquement, et aussi ça peut faire l'objet d'un consensus politique. À mon avis, ces sujets-là ne sont pas dans le champ des clivants de la politique. Comment ? Merci. Totalement indépendant, chacun le sait bien. Une question que je ne vous pose pas, le débat sur la sécurité, les radars et les éoliennes. Si des radars protègent des sites nucléaires, est-ce que ça pose des problèmes qu'il y ait des éoliennes à proximité ? Ça pourrait être une question de thèse. J'en sais rien, je vous pose pas la question. Je vous dis juste qu'elle est dans le paysage. De fait, compte tenu des remontées qu'on a du ministère de la Défense sur la question des périmètres de protection. Donc il n'y a pas forcément aucun lien, monsieur le directeur. Je ne veux pas vous embêter avec des questions que vous ne vous posez pas, mais Julien Aubert, monsieur le rapporteur, ferez vos commentaires dans votre rapport. Voilà, merci monsieur le président. Alors moi j'ai compris, je vais vous peut-être aborder quelque chose de moins technique, j'en ai pas les capacités. J'ai compris en fait du texte que tant qu'EDF ne fermerait pas de centrale, elle ne pourrait pas en construire, ou en tout cas investir véritablement avec un commissaire du gouvernement susceptible de bloquer si on ne respecte pas la trajectoire de la programmation pluriannuelle. Néanmoins, on se retrouve entre deux articles, les articles 55 et l'article 32, et je voulais avoir votre interprétation. Peut-être, alors il y a sans doute des références juridiques qui m'ont échappé, mais je voulais vérifier comment vous voyez les choses. Il y a donc un plafond de 63,2, très bien, et puis on nous explique ensuite dans l'article 32
qu'au bout de 2 ans, on peut arrêter une centrale, qu'au bout de 2 ans qu'une centrale est mise sous cocon, c'est l'arrêt définitif, c'est ce dont vous parliez la dernière fois. Alors, est-ce que l'ASN et l'IRSN considèrent que lorsqu'une centrale est arrêtée, mise sous cocon, est-ce qu'elle rentre dans le plafond? Est-ce que sa capacité nucléaire rentre dans le plafond puisqu'elle ne produit pas? Si elle est arrêtée définitivement mais pas démantelée, est-ce qu'elle est toujours incorporée dans le plafond? Ou est-ce qu'il faut que le démantèlement ait commencé pour que le plafond soit considéré? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une marge de souplesse ou pas du tout? Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Moi, je voulais avoir votre interprétation là-dessus pour voir en réalité à quel moment est-ce que on prend en compte l'effet de seuil, puisque ça a évidemment de grandes répercussions ensuite sur la manière dont l'exploitant, qui pèse plus du tiers de la production, pourrait envisager son plan de déploiement. La deuxième, c'est par rapport au rôle de l'ASN par rapport à cela, parce que il y a quand même un petit côté mécanique, et on voit bien que on a d'un côté un exploitant nucléaire qui, chaque fois qu'il doit investir et dépasser le seuil, doit voir un commissaire du gouvernement. Comment voyez-vous, puisqu'on est déjà au taquet finalement, votre rôle sur l'enjeu sécurité par rapport à un effet de substitution au sein du parc nucléaire? Imaginons que le PR de Flamanville soit mis en route. Donc ça signifie que EDF va dire tiens, je suis obligé concomitamment de fermer ou d'installer le démantèlement de telle ou telle centrale. L'aspect sécurité risque de passer un petit peu peut-être au second plan, il me semble, parce que il y a un effet mécanique et que c'est pas seulement le paramètre du vieillissement des centrales ou des éléments qui tiennent à l'histoire de telle ou telle centrale qui risque de jouer en œuvre. Comment voyez-vous votre rôle entre ces deux pôles, ce dialogue qui va avoir lieu par rapport à la programmation pluriannuelle? Et puis la troisième, c'est une question un petit peu impertinente, si les deux premières ne l'étaient pas. Finalement, on va baisser la capacité nucléaire de la France. Et donc, est-ce que vous prévoyez une baisse des effectifs de l'ASN et de l'IRSN, puisque mécaniquement, s'il y a moins de centrales, on pourrait penser qu'il y a moins de travail, ou alors est-ce qu'il y a un aspect dans cette loi sur la transition énergétique que je n'ai pas bien vu, mais qui justifierait qu'à un moment donné, un budgétaire un peu agressif ne dise pas que finalement, il faut diminuer à due proportion les moyens des deux instances? Chacun sait que le suivi du démantèlement est un vrai travail. Merci. Jean-Yves Collet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai été frappé tout à l'heure dans votre présentation par l'importance que vous donniez à la disponibilité de la compétence et au fait générationnel, en quelque sorte, qui veut que les gens qui techniquement ont mis en place l'ensemble du système vont en quelque sorte sortir de la carrière, comme le dit le deuxième couplet de la Marseillaise, quand leurs aînés n'y seront plus, etc. Et on risque d'avoir une rupture à ce niveau. Alors, ça m'inspire deux questions. La première, c'est comment envisagez-vous pratiquement de capitaliser les savoirs et les compétences pour que le tuilage soit possible, parce qu'on ne va pas de toute façon prolonger la durée de la carrière professionnelle de ces gens indéfiniment. Et deuxièmement, une question sur le recrutement. Vous savez que l'ingénierie publique dans notre pays a beaucoup évolué en 40 ans. Donc, pour demain, comment va-t-on recruter les compétences nécessaires? De quelle formation vont-ils sortir? Sous quel statut seront-ils recrutés? Enfin, est-ce que ce sont des réflexions qui, en termes de sûreté, sont à l'ordre du jour? Il me semble que c'est important de ne pas confier la compétence sous n'importe quelle forme et de n'importe quelle origine dans ce genre de domaine. Donc voilà, c'est ma première question. Ma deuxième question est de même nature, enfin dans le même domaine, c'est dans la mesure où nous maîtriserions les techniques de démantèlement, est-ce que cela vous paraît un enjeu industriel stratégique pour la France qui pourrait éventuellement faire partie des exportations de compétences dans l'ensemble de la filière? Et enfin, un dernier point, plus proche des thèmes habituels de la Commission aux sièges, les perturbations climatiques peuvent faire craindre dans les décennies à venir des périodes de sécheresse, des périodes d'étiage prolongées, exceptionnelles, des phénomènes climatiques de ce genre. Est-ce que, du point de vue de la sûreté des installations telles qu'elles ont été installées aujourd'hui, cela est pris en compte dans vos réflexions?
Merci, Madame Cécile Duflot. Oui, j'ai plusieurs questions. Une qui fait parfaitement suite à ce qui vient d'être dit. Monsieur Jouzel a remis dimanche dernier, si je ne me trompe pas, à la ministre Ségolène Royal un rapport sur la déclinaison territoriale des effets du dérèglement climatique sur la France, qui montre effectivement des effets de hausse de température très importants, notamment en été, dans le sud de la France. Est-ce que ces éléments sont pris en compte ? Un deuxième point, il ne vous surprendra pas que la position des écologistes est qu'il existe à ce stade une insuffisance majeure dans le projet de loi, qui est que la durée de 40 ans ne fait pas l'objet d'un moment particulier dans l'évaluation des centrales nucléaire, et qu'il nous semble important en termes de sécurité que ce moment de passage soit revu. J'ai entendu avec intérêt vos différentes déclarations, Monsieur Chevet, sur la non-automaticité possible de ce passage à 40 ans, y compris d'ailleurs pour des raisons budgétaires d'amortissement. Y compris à 30 ans. Y compris à 30 ans, mais chacun sait bien qu'il y a un enjeu majeur autour de cette durée. Je voudrais savoir quelles sont les possibilités qui vous sembleraient être judicieuses de marquer ce moment de prolongation en termes d'évaluation à la fois financière, de sécurité et de sûreté. J'ai enfin une dernière question sur l'état de mûrissement ou non de Cigéo. Je vais faire suite à ce qu'a dit le rapporteur Baupin tout à l'heure. Il y a des évaluations de coûts au-delà, et j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur général, sur l'impossibilité à ce stade pour l'IRSN de donner un quelconque avis étant donné le manque d'informations. Mais comment on peut imaginer pouvoir prendre une position alors que l'évaluation financière oscille entre 1 et 2, c'est-à-dire qu'elle a une évaluation qui est quand même aujourd'hui extrêmement approximative. Merci. Frédéric Massat. Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, moi je souhaitais interroger, alors je ne sais pas si ça a sa place dans la loi par rapport à la sous-traitance et aux conditions de travail des agents qui travaillent dans des entreprises de sous-traitance, parce qu'on a pu voir qu'il y avait quand même une différence entre ceux qui travaillent chez l'exploitant et le sous-traitant. Est-ce qu'on doit, soit par voie d'ordonnance ou autre, le faire apparaître dans la loi? Concernant la formation des agents, parce qu'effectivement, dans le cadre du démantèlement, il va y avoir des reconversions probables à mettre en œuvre. Alors, le cas échéant, est-ce que vous avez un avis sur la possibilité de pouvoir le faire insérer dans la loi? Et puis, Monsieur Répussard parlait tout à l'heure de la transposition de la directive du mois de juin 2014 sur la sûreté nucléaire. Alors, certainement, le texte actuel reprend un certain nombre de mesures, mais pas toutes. Pour vous, l'un et l'autre, quels sont les points qui devraient être retranscrits dans ce texte, puisque c'est le vecteur, me semble-t-il, législatif le plus approprié, puisqu'il y a d'autres transpositions de directives qui sont prévues, celle-ci n'y est pas. Quels sont notamment les points particuliers qui devraient être mis en avant? Merci. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions qui voulaient vous être posées. Je vous en prie. Merci. Alors, j'essaie de les reprendre à peu près dans l'ordre. Sur une centrale arrêtée, alors, combien compte dans l'inventaire plafond fixé par la loi? Alors, juridiquement, dans les premiers temps après son arrêt, elle est toujours sous l'empire de son ancien décret qui lui fixe une puissance maximale et sous-entendu une capacité à atteindre cette puissance maximale. Donc, je n'ai pas regardé juridiquement la question, mais je pense qu'assez naturellement, tant que le réacteur est encore sous l'empire de son ancien décret d'autorisation, avec tout ce qu'il faut en termes des CPE, etc., potentiellement, elle est activable. Alors, même si, entre-temps, le combustible est parti, il peut revenir. Mais tant qu'elle est sous l'empire formellement de l'ancien décret, elle doit, à mon avis, émarger peu ou prou alors, indépendamment des autres autorisations administratives, éventuellement au titre de l'énergie, qui pourraient être mises à ce moment-là. Ça, c'est autre chose. Mais pour ce qui me concerne, le décret sûreté, lui donne la faculté, tant qu'un nouveau texte n'a pas été pris. Donc, le dossier de démantèlement arrive. Alors, il y a un arrêt, le dossier de démantèlement arrive, et ensuite, il y a l'instruction par l'État qui est prévue de 3 ans. De fait, c'est de l'ordre de 2-3 ans. Et ensuite, là, intervient un nouveau
texte, qui lui est totalement différent, puisqu'il organise le démantèlement, et à mon avis ne fait plus aucune référence, évidemment, à la puissance électrique fournie. Non, puisque ça n'a que peu d'enjeux dans le démantèlement. Là, il s'agit d'organiser des travaux de découpage en toute sécurité et d'évacuation. Aubert, je vous en prie. Parce que la loi dit, nous examinons, qu'au bout de 2 ans, son arrêt est réputé définitif. Donc je considère qu'au bout de 2 ans, il y a une espèce de coupure. C'est-à-dire que même si le décret existe toujours, au bout de 2 ans, on considère qu'elle est définitivement retirée des camions. Ce que je disais, c'est dans les premiers temps, donc les 2 ans pour donner l'ordre de grandeur. De toute manière, il est sous l'empire de l'ancien décret, qui tombe, ou en tout cas, s'il ne tombe pas, de toute manière, un éventuel redémarrage est conditionné à une procédure complète. Donc fondamentalement, il n'y a plus de décret. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, dans cette période-là, il sort des effectifs. Enfin, de la capacité de production. C'est mon sentiment. Il mettrait sans doute des années, une analyse. Au bout de 2 ans, c'est ça? Comme ça, en tout cas, au moment entre sauf si le démantèlement a été prévu et que nous peut être pris le décret faisant passer en démantèlement plus tôt. Oui. Alors, une de mes remarques qui renvoie à votre autre question, comment on gère, vu de la sûreté, l'exigence fixée par la loi, somme des puissances égale constante. Et si on ouvre Flamanville, comment on gère en urgence la fermeture de Fessenheim? Je renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que tu as dit notamment Jacques. Il est extrêmement important, et je crois que le mécanisme est prévu par la loi, c'est moins mon sujet, que tout ça fasse l'objet de planification. Parce que gérer brutalement un choix dans l'urgence, de dire « Ah ben au fait, c'est telle centrale que j'arrête », c'est absolument pas une bonne chose. Plus c'est planifié, plus c'est identifié comme étant celle-là, mieux ce sera. Et y compris pour que tout ça se passe de bonne manière en termes de sûreté. Donc j'insiste sur le côté planification de moyen long terme, que ça soit pour mettre en service des choses, pour les arrêter, ou gérer des transitions ou modifications de toute nature, il faut du temps et de la vision. Donc il faut absolument que dans le processus, qui est plutôt sous l'empire de la loi, de la partie énergie de la loi, effectivement, il faut que tout ça soit fait de manière à être anticipable par tous les acteurs, que ce soit des mises en service ou l'autre. Sinon, évidemment, ça peut se passer mal pour tout le monde, y compris en termes de sûreté. Alors, sur la question, je ne sais plus comment vous l'avez qualifiée, mais que j'admets totalement, sur les moyens de l'autorité de contrôle. Ce que j'ai signalé d'entrée, c'est que nous voyons parce que nous y sommes, des enjeux sans précédent supérieurs à ce qu'on avait vécu dans les phases précédentes, et nous les voyons pour les 5 à 10 ans qui viennent. Je les ai cités, prolongation ou non de la durée de vie, c'est un sujet extrêmement compliqué, qui va prendre plusieurs années à être tranché, et encore beaucoup plus d'années à être implanté progressivement sur les centrales, si la réponse est oui. Si la réponse est non, c'est d'autres chantiers qui s'ouvriront. Les suites de Fukushima, même chose, c'est une dizaine d'années. Alors, à compter de 2011, mais en gros, ça veut dire qu'il y a encore plusieurs années de charges supplémentaires. Alors, évidemment, au-delà, il est possible, suivant les décisions de politique énergétique, suivant l'orientation qui est prise, qu'il y ait moins de charges. Et c'est pour ça, et là, il n'y a pas de sujet, s'il y a moins de charges, il y a moins de charges, point. Et donc, il faudra évidemment qu'on rentre des effectifs ou qu'on gère une baisse des effectifs. J'insiste sur le fait que c'est aussi pour cela que nous appelons à la réforme de financement, de manière à ce qu'il y ait un lien aussi direct qui soit fait entre le besoin le plus direct possible et que ce ne soit pas à gérer des décalages, que le budget de l'État ne s'est que partiellement, très partiellement géré. Encore une fois, même si on a eu la meilleure des nouvelles possibles, je ne la qualifie pas de bonne, pour l'instant, en tout cas, de la part du gouvernement en termes d'orientation. Donc ça, c'est... Voilà, donc je n'exclus pas que s'il n'y a plus de nucléaire, certes, il faut faire du démantèlement, mais évidemment, la charge sera moins lourde, enfin, il faudra l'adapter. Non, je caricature. Sur l'importance de la gestion des compétences. Alors, j'ai compris la question comme touchant les exploitants. Je précise que cette question du renouvellement et du maintien de l'expertise se pose aussi pour les autorités de contrôle. Et ça, c'est un sujet, j'ai pu, depuis que je suis en fonction, voir que les experts dont nous avions besoin en nombre limité, nous les avions les uns les autres. Côté exploitant, il y en avait encore, il y en avait côté IRSN, il y a encore des gens chez moi. Mais on est extrêmement vigilant parce que ça porte sur un nombre limité d'individus et il faut qu'on soit collectivement, et là je m'associe à l'IRSN, mais je pense aussi aux exploitants, à veiller à ce que cette compétence-là soit toujours présente. Ça renvoie à plein de réflexions. Vous parliez de la formation.
Beaucoup viennent d'écoles d'ingénieurs ou de profils universitaires. Beaucoup des sciences dont on a besoin en matière de sûreté nucléaire ne sont pas des sciences toutes spécifiques au nucléaire. Il y a une partie, mais fondamentalement, les enseignements généraux des universités ou des grandes écoles conviennent bien. Et ensuite, je pense que c'est aux entreprises ensuite de développer les cycles ad hoc. C'est comme ça que ça marche globalement, pour adapter les gens aux besoins. Former un ingénieur pur nucléaire, oui, certes, pourquoi pas, mais je pense que globalement, ce qui est mis en œuvre, c'est des sciences de l'ingénieur, de la métallurgie, de la mécanique. Ça, c'est très utile. Et ça, globalement, encore une fois, les grandes écoles, les universités le font pas trop mal. Et puis, par ailleurs, toutes les entreprises ont développé leur cycle de formation. Nous-mêmes, côté autorité de contrôle, ASN, plus IRSN, nous avons nous-mêmes nos formations spécifiques. C'est des métiers, il faut les connaissances de base que j'ai indiquées, mais plus un savoir-faire de contrôle ou d'expertise, voire de recherche pour ce qui te concerne. Voilà. Nous, on le gère par les résultats. C'est-à-dire qu'on considère que c'est en constatant sur site, sur les actions qui sont faites, si elles sont bien faites ou mal faites, que par ce biais-là, on constate si la formation, la qualification... Alors, il y a une obligation de qualification générale, hein, par ailleurs, sur les entreprises et sur les personnes au sein des entreprises, mais nous jugeons avant tout sur les résultats. C'est pas un secret, mais il y a eu un certain nombre d'incidents, notamment à Bugey, mais Bugey n'est pas le seul concerné, qui sont liés au fait que la maintenance et le contrôle de la maintenance exercée par EDF était insuffisant, notamment pour des problèmes de manque d'expérience, je dirais, du personnel en charge du contrôle. Bon, on a pointé le sujet, on l'a dit à Bugey assez fortement, je crois que ça a été entendu, donc ils sont en train d'y travailler. Le problème du management des arrêtants, c'est un vrai sujet. Et derrière, en arrière-plan, il y a pour partie un sujet de montée en expérience de jeunes embauchés. Peut-être de statut, c'est pas tant le statut qui a été mis en avant sur les cas, en tout cas que j'ai en tête. C'est avant tout un manque d'expérience. Je veux dire, contrôler sur le terrain des travaux de sous-traitants, par ailleurs très expérimentés, très spécialisés. Mettez-vous à la place de jeunes qui arrivent, c'est pas une évidence. Si on n'a pas la formation suffisante ou l'expérience suffisante, c'est compliqué. Donc ça, c'est un point qui a été identifié, qui n'est pas propre à Bugey, qu'il va falloir vite régler, parce que dans la perspective d'un éventuel grand carénage évoqué, les travaux de maintenance, ils vont s'amplifier, ils ne vont pas régresser. Donc c'est un point de vigilance, je l'ai déjà dit, je crois qu'EDF l'a entendu, mais maintenant, il n'y a pas non plus des dizaines d'années pour monter en gamme. Sur le démantèlement, un enjeu industriel majeur, il y a un enjeu de sûreté, c'est clair. C'est pas pour rien que les procédures prévues par la loi actuelle sont de même nature que la création d'une installation nucléaire. Donc le démantèlement a soumis des procédures de même portée, de même importance que les procédures de création, parce qu'il y a des enjeux de sûreté. Il y a des enjeux de sûreté à découper des choses qui ont été radioactives, des enjeux de protection des personnes, des enjeux de sécurité au travail, des enjeux de gestion des déchets générés, etc. etc. Donc oui, c'est un enjeu de sûreté. Est-ce une difficulté industrielle majeure? Pas nécessairement. Il y a certainement un certain nombre de procédés qu'il faut affiner. Je n'ai pas encore compris qu'il y a un savoir-faire particulièrement pointu à développer, mais c'est un enjeu de sûreté majeur, oui. Sur les perturbations climatiques, qui renvoie à la question que posait Madame Duflot, oui, ça fait partie, enfin tout ce qui est, alors en plus je me sens proche du sujet, tout ce qui est changement climatique, on essaye de l'intégrer. On fait des réévaluations de sûreté tous les 10 ans, et dans les réévaluations de sûreté tous les 10 ans, on réévalue notamment plein de choses, mais notamment les aléas externes. Et dans les aléas externes prévisibles, évidemment, en fonction des prévisions climatiques, il faut en tenir compte. Alors, ça joue différemment parce que les aléas climatiques à 5 ans, c'est pas nécessairement, on voit pas des choses formidables. Par contre, les tendances lourdes à 60 ans, elles, sont clairement visibles. 50, 100 ans, encore une fois, la prévision évidemment est plus importante. Et typiquement pour des projets comme le PER, qui ont des portées en termes de durée de vie de 60 ans, là vraiment, évidemment, là il faut parfaitement tenir compte de ces prévisions. Clairement, les centrales actuelles ont déjà eu des problèmes, celles qui étaient sur cours d'eau, en termes de refroidissement en cas d'été chaud. Quand on voit les prévisions climatiques sur des horizons 50 ans, les étés sont plus chauds, en tout cas ont une bonne chance de l'être beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Ça, il faut en tenir compte dès l'origine. Donc, et par ailleurs, je précise que dans les réévaluations des suites de Fukushima, quelque part, l'idée a été un peu la même, a été de revoir à la hausse tous les aléas externes
importants. Ça peut être des tsunamis, et encore une fois de mémoire, mais dans la série changements ou perturbations climatiques, il y a aussi des effets sur des événements de ce type-là. Donc la réponse est oui, il faut le prendre en compte. 40 ans, j'avais déjà répondu en disant qu'on avait toujours dit que le 40 ans était un rendez-vous hors norme en termes de sûreté. Je ne veux pas parler, ce n'est pas mon sujet de parler de politique énergétique, mais qu'en termes de sûreté, c'est un rendez-vous qui est hors norme. Et qu'actuellement, la procédure qui est retenue est une consultation par Internet sur notre projet de décision, qui est une décision ASN. Il me semble qu'il y a au moins, sans rentrer dans le détail de comment on consulte mieux ou pas, je ne suis pas nécessairement le spécialiste, enfin si on peut le faire mieux, c'est bien. Il me semble qu'il serait intéressant d'organiser une consultation, pas sur la décision, enfin non seulement sur la décision finale, projet de décision finale, pardon, mais aussi sur le dossier soumis par l'exploitant. Alors du coup, en aval, plus en aval. Nous-mêmes, nous prononçons sur le dossier, on soumet notre... En amont, pardon, j'ai toujours un problème avec ça. Enfin, avant, quoi. Voilà. Voilà. Formation, alors sous-traitance, formation, on l'a déjà évoqué. Sur la question de la transposition, donc on est en train de regarder, elle a été adoptée, promulguée en début d'été, de mémoire. Il y a plusieurs sujets d'amélioration. Actuellement, on est en train de regarder, de voir comment on transpose, parce que c'est pas parce que c'est une directive que ça se transpose dans la loi. Donc on est en train de regarder, mais en termes de dispositions importantes, il y en a une qui est vraiment nouvelle, qui est le fait de faire tous les 6 ans des stress tests thématiques. Alors excusez-moi du mot, mais c'est un peu compliqué. Mais en gros, à Fukushima, il y a Fukushima, on se met tous ensemble et on vérifie si ça tient à Fukushima, pour faire simple. Donc le thème, c'était les suites de Fukushima, et on a fait ensemble un exercice de stress test. Et l'idée, parce que ça nous a plu, et je pense que ça a marché globalement, c'est de reconduire cette idée, c'est-à-dire de tous les 6 ans choisir un thème pertinent, pas Fukushima, autre chose, je sais pas, les sous-traitances, le risque incendie, pertinent. Je me demandais si vous envisagiez une autre catastrophe avant 6 ans, c'est ça ma question. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter, et justement en organisant ces stress tests. Et donc prendre un thème, choisir ensemble un thème pertinent, d'importance, et faire le même exercice de peer review, enfin de comparaison des pratiques publiques, etc. C'est assez lourd, mais ça a été utile pour Fukushima, ça a plutôt bien marché, encore une fois, c'est mon appréciation. Il n'y avait aucune raison de ne pas l'étendre, donc c'est la principale disposition. Alors, une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas si c'est du ressort de la loi ou d'autres textes, ça, je suis incapable de le mesurer à ce stade. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est tout ce que je peux vous dire, et il faudra de toute manière qu'on le transpose d'une manière ou d'une autre, et surtout qu'on le fasse. Voilà. Très bien, écoutez, merci de vos réponses. Je pense qu'elles ont été complètes, précises. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur le directeur général? Ça m'étonnait aussi que vous n'ayez pas quelque chose à rajouter. Ouais. Ça me surprenait venant de vous. Si vous m'invitez, c'est bien pour également vous répondre y à êtes vos tout questions. à fait invité. Voilà. Je voulais juste préciser que sur les questions climatiques, donc c'est un grand sujet qui n'est pas pris qu'en France. Il y a notamment à l'agence, à l'AEN, donc l'agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE, un groupe de travail auquel l'IRSN participe sur la prise en compte dans le monde des questions d'aléas climatiques compte tenu des perspectives futures. C'est un sujet. Il y a des phénomènes redoutables qui peuvent se produire, d'ailleurs pas forcément à cause du changement climatique, et qui n'ont pas forcément été pris en compte lors de la conception des installations. Et donc l'IRSN est très fortement engagé sur ces sujets, et nous avons en chantier la préparation d'analyses d'études probabilistes de sûreté qui intègrent ces événements climatiques qui ne sont pas aujourd'hui dans le champ de ce qu'annonce l'industrie nucléaire. C'est-à-dire qu'en industrie nucléaire, on dit qu'on a des probabilités de fusion de cœur de temps. En fait, ces chiffres-là ne prennent pas en compte des aléas naturels. Donc, c'est une minoration des risques. Mais pour le prendre en compte, il faut mener des études. C'est pas parce qu'il y a ces risques qu'il y a forcément fusion du cœur. Donc, tout ça est pris très au sérieux au plan scientifique. Donc, il y a des démarches déjà dans le réglementaire, comme l'a dit Franck-Chevet, mais en fait, les connaissances ne sont pas forcément bien intégrées. Et donc, il y a tout un volet de recherche sur lequel l'IRSN est engagé. Et ça m'amène à préciser d'ailleurs que sur le management des connaissances, donc c'est un sujet sensible pour nous, comme pour nos collègues en Europe d'ailleurs, et on a décidé, d'une part à l'IRSN, nous avons créé il y a 2 ans une université interne qui permet
cadrer les carrières des gens et de les faire passer par des canaux, de faire des auditions des personnes les plus âgées qui vont partir en retraite. Enfin, tout ça est organisé, on y consacre des ressources significatives. Et l'IRSN a pris l'initiative, avec nos collègues allemands, également de créer un institut de formation pour les cadres de sûreté nucléaire, qui s'appelle l'ENSTI, et qui est cofinancé par la Commission européenne. Et ça fait aussi partie, disons, de l'infrastructure européenne. La directive européenne, elle apporte aussi des modes de coopération, des audits croisés entre les autorités, entre les organismes techniques d'appui. Il y a une mutualisation de moyens, de ressources qui doit progresser. Et donc cette directive européenne, elle a probablement peu d'incidence dans la loi, mais elle devrait avoir des effets bénéfiques à l'échelle des territoires, parce qu'on est tous devant le même enjeu de l'absence d'accidents, non seulement chez nous, mais chez nos voisins. Enfin, sur CIGEO, ce que je voulais juste dire, c'est que les incertitudes financières, elles vont rester jusqu'au dernier moment. Et donc, on ne peut pas utiliser cet argument pour dire qu'on ne peut rien décider puisqu'on ne connaît pas les incertitudes financières. Les devis vont dépendre des choix, de l'inventaire, des décisions. Et donc, c'est normal qu'il y ait une fourchette financière très importante. C'est tout à fait normal. Il faut la réduire, non pas par une discussion économique, par une discussion de marchand de tapis entre les producteurs de déchets, l'agence et l'État, mais par une démarche scientifique et technique qui va conduire à préciser ce qu'on veut mettre, la manière dont on va le construire. L'IRSN fournira des avis, et c'est à ce moment-là qu'on connaîtra les coûts. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, il me reste au nom du Président François Brottes, qui va laisser momentanément ses fonctions de présidence de la Commission spéciale, à vous remercier, à remercier également les collègues pour leur participation. Et si vous le voulez bien, nous allons suspendre 2 ou 3 minutes avant de reprendre et d'accueillir Monsieur le Président de la Commission de régulation de l'énergie. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, merci.